Attention, regarder cette vidéo la nuit, pieds en dehors de la couette et sans lumière, peuvent la rendre plus immersive. Cette nuit, vous serez confronté à vos plus grandes peurs et angoisses, racontées par Squeezie et présentées par Natsu. Et moi, je suis une voix off super stylée, je m'appelle Barquette et j'ai même une chaîne YouTube et vous pouvez me contacter pour des voix et tout. Ciao, salut, ciao. Alors aujourd'hui, 3 nouvelles histoires, 3 nouveaux témoignages de gens qui ont vécu un truc très creepy dans leur vie. Encore une fois, il n'est toujours pas question de paranormal, de surnaturel, il est question juste d'humains chelous, oppressants, bizarres, menaçants, dont malheureusement certaines personnes ont croisé la route et ça a donné une expérience vraiment chelou et un peu traumatisante. On commence tout de suite avec Inès. Inès, il y a 3 ans, elle avait 25 ans et elle décide de s'inscrire sur une application de rencontre, un peu comme beaucoup de gens de son âge. Quelques jours après, elle tombe sur un profil d'un mec qui lui plaît, un mec un peu geek. Sur son profil, il y a des photos de ses voyages, de ses randonnées. Bref, il lui tape dans l'œil comme on dit, si je puis me permettre. Alors elle fait le pas, elle lui envoie un message, il lui répond, puis ils se mettent à discuter, ils échangent même leur numéro. Petit bémol, Tom, le mec à qui parle Inès, n'habite pas dans la même ville qu'Inès. Il habite assez loin et du coup il lui dit que il compte pas du tout se rendre dans la ville d'Inès, donc que probablement ils se rencontreraient jamais. Inès, elle explique que ça la séduit parce qu'elle se dit putain, le mec il est honnête, le feeling passe bien, j'en ai conscience, il en a conscience, mais il me dit clairement qu'il a pas le temps de venir me voir dans ma ville, quoi. Bref, chacun ses techniques pour plaire à une fille, on n'est pas là pour parler de ça. Quelques semaines plus tard, bonne surprise, Inès reçoit un message de Tom dans lequel il lui dit qu'il est dans un bar de sa ville parce qu'il avait un rendez-vous professionnel. Du coup, il lui propose de le rejoindre dans le bar pour enfin ils se rencontrent et que peut-être ce soit le début d'un amour fou. Plutôt cool. Tom, il lui plaît vraiment, donc elle se dit bon vas-y, go le rencontrer et au pire c'est un tocard et c'est pas grave, tu vois, il y a plein de premiers rendez-vous qui se passent pas bien, où on est déçu et puis on voit plus la personne et c'est réglé. Tom lui propose de venir la chercher chez elle en voiture et Inès malheureusement accepte. C'est ses mots, elle explique que malheureusement elle a accepté. Inès se retrouve dans la voiture de Tom et elle grille que c'est une voiture de location et que c'est pas sa voiture. Il est censé venir d'une autre ville, peut-être qu'il a pris le train et qu'en arrivant il a loué une voiture pour enchaîner ses rendez-vous pro. C'est aussi possible. Inès, attention la paranoïa. Ils vont chercher une place pour se garer autour du bar pendant 10 minutes mais il y en a pas, donc Tom demande à Inès de lui dire où aller pour qu'il puisse se garer. Inès, très bon réflexe, choisit le parking d'un centre commercial sur lequel il y a toujours plein de voitures et pas mal de gens qui passent. Elle est quand même dans la voiture d'un mec qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais vu, donc c'est quand même malin de couvrir ses arrières et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent le voir si jamais ça se passe mal. Ils arrivent enfin dans ce bar et aussitôt arrivé, aussitôt Tom essaie de faire boire Inès. Tom insiste, alors elle prend un verre, puis un deuxième, et normalement c'est pas son genre, normalement quand le mec force un peu, elle se casse tout de suite, elle arrête, mais là elle explique qu'il lui plaisait suffisamment pour qu'elle continue cette soirée avec lui. Deuxième move très malin d'Inès, dans le bar, il y a une vieille connaissance à elle. Alors elle va l'interpeller pour que cette connaissance voie Tom, et en fait elle explique que sur le moment elle a eu un réflexe un peu de parano, mais un peu malin, où elle s'est dit, vas-y ce gars-là je le connais quand même pas, c'est quand même cool si une connaissance à moi m'a vu avec lui et a vu son visage si jamais il se passe un truc pas bien. Moi je trouve ça dingue de penser ça, mais de continuer le rendez-vous, genre mec, si t'es dans une parano pareille, arrête tout, rentre chez toi, c'est bon, stop. Après 1h30 de conversation, c'est la fin du rendez-vous. Inès dit à Tom, bon bah c'était cool, vas-y je rentre. Et là Tom insiste pour qu'ils aillent tous les deux boire un café de l'autre côté de la rue pour se dégriser un peu. Inès trouve ça chelou parce qu'ils sont pas restés vraiment longtemps dans ce bar, ils ont pas vraiment beaucoup bu. Bref, c'est bizarre d'aller taper un café après ça, quoi. Du coup Inès elle refuse et elle change de sujet pour le distraire et finir sur une note agréable. Dans la discussion, Tom explique à Inès qu'il a loué un Airbnb pas très loin de la ville et il lui propose de venir finir la soirée chez lui puisqu'il y vit seul. Inès lui sort des noms très polis. Ah mais non, je suis fatigué. Ah mais tu sais, demain je dois me lever tôt. Ah, vous connaissez tout ça. Mais à chaque fois qu'elle dit un truc, Tom il a un argument contraire pour lui dire si tu vas venir, viens, si viens. Au bout d'un moment, Inès elle trouve the parade, elle lui dit ok, je veux pas venir mais vas-y, si tu veux, tu me ramènes chez moi. Quelle erreur. C'est ciao normalement quand il force à ce point le mec, c'est fini. Une fois dans la voiture, Tom est en train de conduire et il dit à Inès, attends, tu sais quoi, on va s'arrêter au supermarché, comme ça tu vas pouvoir t'acheter quelques affaires et tu seras plus confort chez moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Tom? Là, Inès, elle bug, elle se dit, attends, est-ce qu'il fait exprès de pas comprendre? Ou est-ce que juste on s'est mal compris et je me suis pas bien exprimé? Qu'est-ce qui se passe là? Pendant ce temps, Tom continue de rouler et il s'approche d'une zone rurale dans laquelle il n'y a aucun supermarché, c'est bon? Aucun. Inès, au pied du mur, tente le tout pour le tout et lui dit, écoute mec, vraiment je t'ai dit je veux pas du tout aller chez toi, donc ramène-moi chez moi s'il te plaît comme prévu. Tom reste cool et lui dit, non mais t'inquiète, on va passer une bonne soirée, en plus les propriétaires du Airbnb ils sont vraiment sympas, tu vas voir, on va trop s'amuser. Ce qui paralyse complètement de peur Inès, étant donné que souvenez-vous, quelques minutes avant, il lui avait clairement dit qu'il était seul dans ce Airbnb. Inès change donc de stratégie et elle lui dit, ah ok, bon ok vas-y, ça va être cool, mais avant, est-ce qu'on peut faire un petit détour par chez moi pour que je prenne mon pyjama et des médicaments que je suis obligé de prendre tous les jours?
Alors, je sais pas comment elle a eu cette idée, Inès, parce que entre la pression du mec bizarre, le fait d'être dans une zone rurale où il y a rien, même pas de lumière, etc. Faut vraiment être très courageux pour avoir une impro pareille. Par chance, Tom accepte et il fait demi-tour. Une fois presque arrivé, Tom dit à Inès qu'il va monter avec elle dans son appart pour l'aider. Et vous savez, c'est ces phrases horribles où le gars, il fait genre d'être gentil, bienveillant et tout, mais c'est juste hyper mal placé et hyper intrusif. Genre, tu sens tout de suite que ça, y a un truc qui va pas, quoi. À ce moment-là, Inès, elle est encore en voiture avec lui et elle se dit, putain, qu'est-ce que je réponds à ça, parce que à tout moment là, il refait demi-tour et il m'emmène dans les bois et c'est un malade, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pendant qu'elle réfléchit, ils arrivent à un stop et il y a des gens qui traversent la route. En les voyant, Inès, elle descend de la voiture très vite mais très calme et elle explique à Tom qu'elle a trop mal au crâne, qu'elle lui enverra des messages mais que là, elle a juste envie de dormir. Elle ferme la porte avant même que Tom lui réponde et elle fonce très vite dans un parc dans lequel la voiture de Tom ne peut pas passer. Arrivée aux abords du parc, elle regarde discrètement derrière elle que Tom ne descend pas de la voiture pour la suivre à pied. Et non, il est bien là, au volant de sa voiture, furax, mais il bouge pas. Inès explique qu'il l'avait bloqué sur l'appli de rencontre dans l'heure qui suit. Et elle explique qu'avec le recul, elle pense que s'il a autant insisté pour son histoire de café, c'est qu'il voulait qu'elle reboive quelque chose dans lequel il aurait pu glisser éventuellement un truc de merde comme GHB, enfin bref, une drogue de connard là pour profiter d'elle. Elle pense aussi que s'il lui a dit dans l'appli qu'il habitait pas dans cette ville et qu'il comptait ne jamais s'y rendre, donc il se verrait probablement jamais, c'était uniquement pour couvrir ses arrières et qu'il y ait zéro trace dans l'appli du fait qu'ils se soient rencontrés. Et au-delà de ça, c'est surtout un feeling. Il y a des gens, des fois, t'as vraiment pas un bon feeling. Tu te dis vraiment là, il y a un truc qui est bizarre, qui est pas normal et ça cloche là. Mais quand même, petite note positive, entre temps, ça l'a pas effrayé Inès, elle a refait des rencontres sur cette appli de rencontre et elle y a même rencontré son fiancé. Bravo. Moi je n'aurais jamais relancé l'appli. Il est temps de passer à la seconde histoire qui elle ne parle pas du tout d'appli de rencontre. C'est l'histoire de Victor qui commence d'abord par donner tout le contexte. Il vit avec ses parents dans une belle et grande maison qui est plus ou moins foutue en deux parties. Il y a une partie type très bel appartement au premier étage et il y a une seconde partie au sous-sol avec garage, buanderie, etc. Un jour le père de Victor décide de faire installer des climatiseurs. Le lendemain, il y a donc pas mal d'employés qui viennent. Il y a une partie à l'intérieur, il y a une partie dehors pour installer les fameux compresseurs, vous savez, qu'on voit partout à l'extérieur des maisons et des appartements aux États-Unis d'ailleurs. Enfin bref, il y a beaucoup de passages. Et ce jour-là, du coup, la mère de Victor et Victor lui-même décident d'aller faire des courses et de pas être à la maison parce que bah il y a du bruit, du monde, bref, c'est chiant. Le père de Victor, en revanche, reste dans la maison pour diriger les ouvriers. Victor et sa maman rentrent le soir après avoir fait des courses, un petit resto, bref, une petite sortie entre mère et fils. Et le père de Victor est déjà au lit parce que les travaux l'ont complètement crevé. Donc Victor et sa maman dînent tous les deux devant un film à l'étage dans la partie appartement de leur maison. Après avoir dîné, Victor demande à sa mère d'aller garer la voiture au parking parce qu'elle s'était juste mis devant à l'arrache. Et sa mère, quant à elle, lui demande d'aller vérifier que la porte d'entrée est bien fermée à double tour parce qu'il y a eu beaucoup de passages et beaucoup de gens qui sont venus dans la maison aujourd'hui pour cette histoire de climatiseur. Victor va check et c'est pas le cas. La porte n'est pas du tout fermée à clé et elle est même un peu entrouverte. Bon, pour lui, rien d'inquiétant, il se dit qu'ils l'ont mal claqué en arrivant. Il la ferme à double tour et il remonte à l'étage. Ils se remettent devant leur film et quelques minutes plus tard, Victor, il entend un bruit sourd venir du sous-sol, de la buanderie plus précisément. Il explique qu'il était pas inquiet parce qu'en fait, ils ont un chat et que souvent ce chat, quand il a faim, quand il veut que Victor lui donne à manger, il fait des conneries. Classique. Jumbo fait la même chose, donc je vois très bien le truc et même vous, vos chats font la même chose, c'est sûr. À mi-chemin dans les escaliers qui mènent à cette fameuse buanderie, Victor, il entend un autre bruit sourd. Cette fois-ci plus fort que le premier qu'il avait entendu. Il se dit, bon bah, c'est sûrement mon chat, il m'entend arriver, il pense que j'ai la gamelle dans les mains, donc il est tout excité et il fait encore plus de conneries. Victor ouvre la porte du sous-sol et il n'y a pas son chat. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que d'habitude, quand il ouvre la porte, son chat court vers lui parce qu'il est content de le voir et surtout d'avoir très prochainement de la bouffe. Victor entre dans la buanderie et là, son cœur arrête de battre parce que la porte du placard est fermée. Attendez, il manque une info. Victor et ses parents ne ferment jamais la porte du placard. C'est même une instruction du père de Victor. Parce qu'il y a des souris qui régulièrement se planquent dans le placard. Et ils veulent que leur chat puisse aller dans le placard pour les débarrasser de ces souris. Il comprend donc que le gros boom qu'il a entendu, c'était sûrement la porte du placard qui a été claquée. Il se retrouve donc seul, au sous-sol, face à ce placard, en étant convaincu que quelqu'un se cache à l'intérieur. Il veut juste pas donner une raison à cette personne d'ouvrir la porte. Auquel cas, Victor se retrouverait en danger puisqu'il verrait le visage de cette personne. Et donc cette personne aurait des raisons de s'en prendre à lui. Et là, Victor, il fait un move de génie. Ok, de génie. Déjà, il fait genre qu'il a rien remarqué de bizarre. Il s'y flotte tranquille et il se met à parler avec une voix de bébé un peu gaga à son chat, alors que son chat n'est pas là. Il sort sa meilleure prestation d'acteur. Pendant qu'il fait ça, il recule peu à peu vers les escaliers, en gardant bien entendu les yeux rivés sur cette putain de porte de placard. Et il réussit à réatteindre les marches et il fonce pour expliquer à sa mère ce qui vient de se passer et ce qu'il pense qui se passe actuellement dans la buanderie. Sa mère, bien entendu, le prend pas du tout au sérieux. Elle lui dit, mais mec, c'est juste la porte du placard qui est fermée. Aujourd'hui, il y a eu plein d'inconnus dans la maison. Il y en a peut-être juste un qui a fermé la porte en partant. Enfin, il y a rien de bizarre. Mais Victor, il insiste, il insiste, il insiste. Il a vraiment eu peur. Et du coup, sa mère réveille son père. Et son père prend son fusil et descend. On est aux États-Unis.
c'est pour ça. Une fois en bas, après un petit silence, le père de Victor ordonne à Victor et sa mère d'aller se cacher et d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, la police arrive, ils fouillent toute la maison, ils fouillent les alentours de la maison et ils trouvent rien. Et le père leur explique à tous qu'en fait, en descendant, il a vu que la porte du placard était grande ouverte et que la porte arrière de la maison l'était aussi. Victor a donc été un putain de génie parce qu'il y avait vraiment un mec dans le placard et que s'il avait commencé à s'affoler et à dire y a quelqu'un, le mec aurait réagi de manière sûre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment badant ce truc de gens qui sont chez toi, qui sont là, qui se cachent, qui viennent avec des intentions qu'on ne connaît pas. C'est horrible. Allez, il est temps de passer à la deuxième histoire, c'est celle de Julia. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a su que récemment, donc des années plus tard, ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Je m'explique. À l'époque, les parents de Julia travaillaient jusqu'à tard le soir et du coup, ils rentraient pas avant 20 h. Donc à partir de la 6ème, quand le bus déposait Julia, fallait qu'elle marche seule pendant 5 minutes pour atteindre la maison et ensuite elle faisait la routine habituelle, elle explique qui était jouer à des jeux en ligne sur l'ordi et regarder la télé. Et quelquefois, le chat du voisin venait dans la cour arrière de la maison de Julia et elle sortait pour le caresser un peu et le nourrir. La maison dans laquelle elle vivait, Julia, c'est une maison dans laquelle il y avait beaucoup de fenêtres. Ce qui est très cool en plein jour parce que c'est très lumineux, ce qui est moins cool le soir parce que si t'as pas de store, tout le monde voit ce qui se passe dans la maison. Bref, tout ça pour dire que globalement, avec toutes ces fenêtres, on voyait très bien tout ce qui se passait dans la maison, y compris quand Julia était seule. Un soir, Julia rentre de l'école, elle descend du bus comme d'hab et elle marche 5 minutes dans le noir jusqu'à chez elle. Comme d'hab, elle fonce dans le bureau de son père, elle allume l'ordi et elle tape ses meilleurs games. Sauf que ce jour-là, après environ 30 minutes de jeu, Julia entend des miaulements venir de l'extérieur. Alors elle met son jeu en pause, elle se lève, elle va voir à la fenêtre si elle voit quelque chose, pensant que c'est le chat de son voisin, une fois de plus, qui vient lui demander à manger et des caresses. Mais il n'y a pas de chat. Et il n'y a pas de sanglier non plus. Alors elle se rassoit, elle reprend sa game et de nouveau un miaulement. Alors elle se lève, cette fois elle va voir à travers la deuxième fenêtre du bureau de son père et toujours rien. Ce petit jeu-là va durer environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit saoulée et qu'elle aille dans le salon pour se poser devant la télé. Et pareil, au bout de 2 minutes, il y a des miaulements qui viennent de la fenêtre. Là elle commence à prendre un peu peur et elle court dans sa chambre pour lire un livre et les miaulements la suivent jusqu'à sa chambre puisqu'ils viennent maintenant de la fenêtre de l'extérieur de sa chambre. Le chat harcèle littéralement Julia. Donc elle appelle son père pour lui expliquer ce qui vient de se passer et son père lui explique qu'il va demander au voisin de venir checker puisque lui il est au travail et qu'il peut pas et qu'il va la rappeler. 10 minutes plus tard, son père la rappelle et lui explique qu'il rentre à la maison. Il est pas du tout stressé ou en panique, il lui explique juste que son travail a été annulé et que du coup ce soir il peut rentrer plus tôt. 1 heure plus tard, son père arrive à la maison et entre temps elle réalise que les miaulements avaient complètement arrêté. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Quelques jours avant de raconter ça, Julia a enfin su la vérité sur cette histoire. En fait, elle a abordé le sujet en mode putain, c'était marrant cette histoire de chat là qui miaulait, je t'avais même appelé. Et son père lui a avoué la vérité. En fait, le voisin de Julia était bel et bien venu voir autour de la maison s'il trouvait son chat. Et en fait, il a pas du tout trouvé un chat. Il a trouvé de grosses empreintes de pas tout autour de la maison, très collées au mur de la maison pour pas être vu depuis les fenêtres. En fait, il y a quelqu'un qui avait suivi Julia jusqu'à chez elle, parce que souvenez-vous, elle faisait un bout du trajet toute seule. Et cette personne, elle faisait des bruits de chat pour que Julia sorte de chez elle. En voyant les traces de pas et en constatant ça, le voisin du coup il a direct rappelé le père de Julia et c'est pour ça que le père de Julia est rentré du travail immédiatement. Et elle explique qu'il a même passé tous les jours qui ont suivi avec elle à la maison tellement il a eu peur pour elle. Et ils ont bien évidemment appelé la police sauf que les traces de pas s'arrêtaient à partir d'un certain endroit et du coup ils ont jamais pu savoir qui était là et pourquoi quoi. Mais grosso modo c'était une technique de quelqu'un qui comptait kidnapper Julia quoi. C'est horrible. Tous les pères et mères de famille qui sont dans la vidéo, courage les frérots. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais raconter des histoires et c'est pas des témoignages que j'ai lus sur internet, c'est des histoires que vous avez vécues. Alice, Clara et Sofiane ont vécu plusieurs trucs dans leur vie creepy. Ils vont raconter le truc le plus creepy. À vos yeux, vous avez vécu, c'était le truc le plus creepy? Ouais. Ouais, proche, ouais. Ah, t'as vécu plusieurs trucs creepy, c'est horrible. Et toi? Moi, c'est le seul. C'est l'unique. C'est l'unique. Je ne connais pas les histoires. J'ai entendu parler à une époque de cette Alice, mais j'ai hâte de la découvrir en détail. On tente aujourd'hui, j'avais envie de faire évoluer le format, qu'on teste avec des invités. Et surtout, je suis content parce que pour une fois, après avoir entendu l'histoire, je vais pouvoir poser des questions, réagir et Ouais, tout. tu vas être spectateur là pour une fois. Voilà, exactement. Et ce que je ne peux pas faire, habituellement, je peux pas poser des questions aux personnes puisque c'est des trucs qu'ils ont postés il y a 2 ou 3 ans sur Reddit. Là, croyez-moi, vous allez vous manger un tas de questions tous les trois. Et vous allez répondre à toutes, ok? Allez, le mode horreur, Oh là là. Alice, tu es la première. C'est parti pour l'histoire de Alice, vraie histoire qu'elle a vécue. Et attendez, pour rassurer les gens, on lève la main solennellement et on dit je ne dirai que des choses vraies que j'ai vécues. Vraies que j'ai vécues. Oui, voilà, très bien, ça compte. C'est parti. Ok, il y a 1 an, l'été, c'était la canicule. J'étais allée faire un barbecue en banlieue. Du coup, je suis rentrée tard, relativement tard chez moi, vers 2 h du matin. Je vivais avec ma coloc Pauline, qui m'avait pas vu rentrer. 1 heure plus tard, 4 h du matin, il y a Pauline qui me toque à ma porte et qui me réveille avec une phrase incroyable qui me dit « Il y a un homme dans la maison ». Juste ça. Quand on te réveille à 4 heures comme ça, enfin, t'es pas lucide, tu comprends pas, enfin, t'es dans les vapes, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Et moi, je pensais qu'elle me faisait une blague un peu en mode, il y a un homme dans la maison, en mode, c'est qui l'homme dans la maison, ou je sais pas, je pensais qu'elle parlait de son mec, enfin, je comprends pas du tout de quoi elle me parle. Et je lui dis, mais non, il y a personne, enfin. Elle me dit, mais si, là, il y a un homme dans la maison à côté de moi.
Et en fait, en gros, moi dans ma... Pause. Je suis désolé. On peut vraiment pas réagir, non? Non, mais C'est les règles, frérot. Et elle me dit, mais tu l'entends pas, tu le vois pas, enfin il est à côté de moi. Elle commence à devenir folle en mode, mais dis-moi que tu vois l'homme qui est là, devant ma tête, tu vois. Et là, effectivement, j'entends un mec qui parle d'un parfait anglais. Donc je sais que déjà ce n'est Il est vraiment mec. Je pensais que c'était le mec de Pauline, il y avait que lui qui pouvait être là, et je sais qu'il ne parle pas du tout anglais. Je comprends pas, tu vois, et tellement décontracté, le mec dit juste « Guys, I'm just looking for the keys to get out ». Parce que tu peux pas sortir de chez moi sans clé, parce qu'il n'y a pas de poignée en fait. Genre juste il me demande comme ça, où sont les clés quoi? Où sont tes clés? J'aimerais sortir. Donc le mec prend les clés, il sort comme ça, il descend, mais vraiment, mais enfin dimanche quoi. Et du coup, je crie à Pauline, mais poursuis-le, parce que moi j'étais pas habillée, je pouvais pas me lever là comme ça, j'allais prendre trop de temps. Je lui dis, mais poursuis-le, genre demande-lui qui c'est. Et c'était quand même assez drôle parce que j'entendais Pauline en mode Who are you, genre dans les escaliers. Et juste, le mec se retourne, très décontracté, lui sourit et lui dit, Don't worry. Juste ça. Et ce mec, c'est ni un pote à toi, C'est rien, ni genre, un c'est pote mec. à elle, et il est dans l'appart là, On se voit que en c'est- pleine nuit, on se et voit il vous que dit c'est- non mais juste les clés, je vais m'en aller. Voilà, je cherche juste à sortir. Et donc en gros, donc, la deuxième segment, donc Pauline remonte les escaliers et je suis en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin comment il est rentré? Et elle me dit par la fenêtre. Il faut savoir que j'habitais au 2e étage et c'est vraiment très très haut et enfin c'est un pro tu vois, c'est un peu un ninja, enfin je sais pas. Peut-être pas comment la dire. première fois qu'il fait ça quoi. Bah complètement. En gros, elle pensait que c'était moi qui était rentré un peu bourré ou je sais pas quoi et on se fait vraiment fréquemment des blagues. Et du coup, élément important, pour rire, elle dit hi bitch, enfin en pensant que c'est moi. Elle ouvre la porte en disant hi bitch et là elle tombe sur un mec de dos. Là il commence à répondre en anglais parce qu'il a cru qu'elle était anglaise parce qu'elle a dit hi bitch. Enfin il y a eu un. C'est génial du coup. Là il s'est accroché à une branche. Et le mec, au début il lui dit I'm looking for a place to sleep. Après, il lui dit I'm just trying to get out, encore, tu sais. Il lui dit des trucs contradictoires et elle continue de lui dire mais t'es qui? Et il répond pas. Là où on a eu de la chance, c'est qu'il avait pas tout à fait le profil du mec qui te faisait flipper dans le sens où il avait notre âge, en fait. Et Ah bon? propre sur lui et tout, bien. Bien habillé, Ah bon? genre un peu stylé. Ça c'est. Non mais ça Non, c'est mais de la drogue, drogue. drogue. Drogue, direct. Je crois. Ta pote, elle a cru au début que c'était un pote à toi peut-être. C'est ça. Oui, Elle Parce s'est que- dit en ok, plus. elle est rentrée avec un mec. Du coup, moi, premier réflexe, genre j'appelle les flics et au bout de 2 secondes, je vois en fait la lumière bleue genre à ma fenêtre. Je me dis, ils sont déjà là. Enfin, trop bizarre. Enfin, comment ça se fait qu'ils sont déjà là? Enfin, il s'est passé 30 secondes quoi. Et je vois qu'ils ont attrapé le mec et qu'il y a déjà une voiture, il y a déjà des gens rassemblés en bas et tout. Je me dis, Quoi très efficace quand même. C'est mieux que tout ce que j'ai lu Non, mais attends, sur attends. Reddit. Et en gros, on descend, il y a une entreprise de vigile, très pratique. Et en gros, le vigile raconte qu'il a vu le mec en fait monter Ok. chez nous et que du coup, il l'a cramé direct et qu'il lui a dit descends, etc. Le truc important dans cette histoire à comprendre, c'est que quand le mec est arrivé chez nous, il s'était déjà fait cramer. Et c'est pour ça qu'il voulait sortir. C'est qu'en fait, tu vois, D'accord, ok. Il devait être Putain. à ça de la fenêtre, il était comme ça en mode trop pas, je suis ma cousine. Et du s'est coup, dit le il- meilleur moyen de s'enfuir c'était de Bah, rentrer et de sortir par enfin chez voilà, et en fait, le truc c'est qu'est-ce qui se serait passé Si le il avait vigile pas n'avait été pas vu. vu. Ah, Waouh. c'est la question qui revient dans toutes les Et- putains et voilà. d'histoires C'est d'horreur. horrible. Bon, d'expérience, moi qui ai lu et les gens qui ont écouté beaucoup d'histoires comme ça, Ouais. soit ils venaient pour te mater dormir, Bah... ce qui est zarbe, hein, mais c'est une vraie passion Mm. chez des Ouais. gens, soit ils venaient pour faire des choses horribles dont Bah, je ne vais pas ouais. parler. J'ai un petit détail, si tu veux, niveau profiling de comment ce mec était. Ok. Enfin, du coup, on a eu accès à son sac à dos pour vérifier que qu'il avait rien volé, si tu veux. Et genre, enfin, c'est con, mais dans son sac à dos, c'était tellement bien rangé. En mode le Tupperware pour midi. Non, mais ça, c'est pas normal. Ah là là, là, c'est c'est pas vraiment Jean-Michel les cours, sympa plus quoi. Enfin, c'est pour ça aussi que les flics d'ailleurs nous disaient il a pas le profil, il a pas le profil. Enfin, ils ont eu du mal à penser vraiment que ce mec pouvait être À comprendre mauvais. que ses intentions étaient Oui, ouais, pas enfin eux très ils bonnes, quoi. croyaient vraiment ces espèces de tissus de mensonges. Alors pour nous c'était évident que c'était justement un mec un peu double face. Ce qui est notable, c'est que dans ce que tu dis, il y a plein de points communs avec beaucoup d'autres témoignages. En fait, souvent, c'est ça qui est horrible avec les gens qui vivent des trucs comme ça. Il y a beaucoup de moments où ils sont zéro pris au sérieux par Ouais. les gens censés t'aider là-dedans, censés C'est faire ça, ce qu'il le faut, pire, ouais. censés rappeler à l'ordre de l'autre pour plus jamais qu'il refasse ça. Parce que même si vous avez rien eu physiquement, le préjudice moral, il est énorme. Bon. Très bien raconté, incroyable. Waouh! c'est Ah, pas donc dans- tout ce que je dis dans les threads, ça arrive pour de vrai? Oui, c'est C'est ça, vrai, c'est ça. Attends, mais je pense à plein de trucs là. Je me dis, si le mec regarde cette vidéo là. Ah ouais. Ah mais c'est possible. Crois-moi, Dans les commentaires, hein, it was me. Donc, Don't worry. Clara,
Je crois que c'est ton tour. Alors c'est pas du tout le même truc, moi c'est un truc un peu plus fou, au sens où il y a vraiment de la folie dans l'histoire. Une histoire qui arrive il y a quelques années, plus spécifiquement à mon père. Ce qu'il faut savoir c'est que mon père, donc, il a un cabinet médical qui est au rez-de-chaussée d'une maison, dont la porte est ouverte du coup quand le cabinet est ouvert, la porte d'entrée tu rentres comme tu veux, sauf qu'en vrai personne fermait la porte puisque bah voilà, il y a que ma cousine, ses 3 enfants et son mari qui vivaient au 2e étage. Et donc du coup, un jour, elle... Oh là là. Je veux savoir là. Je suis à fond dedans là, j'ai tout. Ah ouais, de ouf. Là j'ai le plan et tout, Ok. dans ma tête, je suis au taquet. Bref, donc un jour, ma cousine prend sa petite bassine de linge pour faire la lessive de ses enfants au 1er étage, et puis entre temps, elle descend vers la secrétaire, elle lui dit bonjour, blablabla, elle discute, non. Puis elle remonte pour aller dans la lingerie, et puis là, elle capte que dans l'appartement, il y a plein de trucs qui ont changé. Pas chez elle, mais au premier. Il y a plein de trucs qui ont changé, des trucs super chelous. Genre les photos de famille sont face contre terre, enfin face contre meuble. Les photos de mon père, elles, sont toujours droites, y compris celles de mon grand frère qui ressemble beaucoup à mon père. Et en plus de ça, il y a des photos d'une meuf. Genre d'une meuf. Qui se sont ajoutés aux autres Qui photos. sont ajoutés aux autres photos. Et de là, ma cousine, elle se dit, il y a un truc chelou, cette meuf, elle me dit quelque chose. Et il y a du linge d'enfant étendu partout dans l'appartement. Alors ouais. personne ne vivait dedans. Personne ne vivait dedans. Attends, c'est quoi au premier étage, rappelle-moi? Premier étage, c'est un appart genre vide. En fait, en gros, c'était une grande maison de maître et du coup, les 2 étages du dessus, ça a été transformé en appart. Ok, Ma cousine, elle vit tout en haut et au premier, il y avait personne à ce moment-là. ok. Donc elle se dit, ok, je vais faire le tour de la maison. Donc elle regarde dans chaque pièce, la cuisine, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle va dans le salon et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une meuf qui est assise dans un fauteuil à l'opposé de la pièce. Genre, comme ça, le regard vide. Donc elle essaie de lui parler, tu vois, parce que pareil, tu sais que tu vois ça, tu sais pas comment réagir en Ouais, vrai. bah oui, ouais. Du coup, choquée, donc elle fait ça va? Enfin bonjour, pas de réponse, rien, regard vide, pareil, tu vois. Elle continue de lui parler en mode est-ce que vous êtes perdu? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous savez où vous êtes? La meuf se lève d'un coup. Sortez de chez moi! Et là, Oh non, non, pas ça, putain. et d'un coup, ma cousine elle tilt, elle fait attends, mes gamins ils sont en train de dormir en 3e étage. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, c'est-à-dire elle est allée là où il y avait Non, des non, gens non, avant non. d'aller. Et Ah. donc ma cousine elle monte les escaliers avec la boule au ventre en mode qu'est-ce que je vais retrouver chez moi quoi. Et en fait elle arrive dans la chambre des enfants, les enfants dorment, genre ils ont continué de dormir. Elle a sorti ça comme ça. Mais j'attendais Les que cette enfants réponse. en Bon, ok, cours de vas-y. Mais par contre leur chambre elle est complètement sans dessous quoi, genre enfin elle a pris plein de trucs machin. Et entre temps donc elle appelle les flics quand elle est en haut pour leur dire bah il y a eu une intrusion chez moi, il y a une meuf qui est là, qui se croit chez elle, qui a défoncé l'appart, elle a mis que des photos, enfin trop bizarre quoi. Les flics sont arrivés, ils ont embarqué la meuf et en fait c'est une meuf qui, pour les conclusions de l'histoire, était une patiente à mon père il y a très longtemps. Et en fait elle est tombée éperdument amoureuse de mon père, à coup de lettres d'amour machin super creepy Wow. avec tu sais, les yeux en relief en 3D là sur l'enveloppe. Et des trucs comme ça. Oh là là. Super chelou. Et donc l'histoire se finit là. En gros, elle a été embarquée en HP, ses parents sont excusés pour ce qui s'était passé et en fait elle a fait un total sweep quoi. Waouh. C'est incroyable. Waouh. C'est ouf. Et En le fait- côté, attends, c'est ton père et qui? Sur notre photo que tu as dit qui ressemble à ton père? Le Mon frère. Le grand frère. C'est Ouais. drôle parce que du coup elle s'est dit c'est peut-être le Ah, c'est père, dit- j'ai un Ouais. doute. Oh vas-y. Oh, Ah c'est peut-être le daron mais quand il était jeune. Allez. c'est ça qu'elle était jeune. On va le Je vais garder. la laisser. Il y a un truc où C'est clairement ouf. elle s'est inventée qu'elle avait des Elle s'est inventée enfants une vie, avec ouais. son- Mais enfin, ça, Alors, c'est- par contre, en fait, ce truc-là, c'est horrible à vivre parce que ça te bouleverse et tout. Il y a intrusion, la personne elle touche à tes affaires et tout, c'est hyper violent Ouais. psychologiquement. Mais en fait, c'est une maladie dont j'ai oublié le nom, un vrai syndrome que beaucoup de gens ont en fait. Ouais, à fond. Et surtout envers des big stars. Tu Ouais. vois, il y a beaucoup de Ouais, stars. ouais, c'est Il y a Brad Pitt. Bah, y il a eu ça, euh, Brad Pitt. Brad Pitt, il l'a eu de ouf. ouf. Mylène Farmer aussi. Mylène Ouais, Farmer, ouais. voilà, il y a beaucoup de grandes stars où ils sont rentrés chez eux. Il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui est là, genre, En ah, mode- chérie, je t'ai fait à dîner. Ouais, de ouf. Et vraiment, la star qui dit Je te connais pas. Je te connais pas en fait. Sofiane, are you Ouais. ready, man? Bah ouais, vas-y. je vais- Toi, t'as raconté tes histoires à Luciole. Moi, ouais. Et Alors, moi, elle- moi c'est pas. Je sais pas si c'est creepy, mais je pense qu'il y a un élément qui fait que toute l'histoire le devient en fait, tu vois. Tu peux y aller, vas-y. Yalla, c'est Yalla. parti. Bon, ça se passe en 2012, c'est Noël. On est en famille et tout, enfin bref, c'est Noël quoi. Et ma mère, elle sort une vieille boîte avec des vieilles cassettes vidéo parce que ma mère, elle a un TOC depuis très longtemps. Elle filme tout le temps, H24. Du coup, t'as des. Du coup, j'ai archives de- masse de souvenirs, Ah, j'ai masse de c'est- trucs dedans, Ouais, c'est trop bien, c'est le feu. Mais du coup, voilà, elle sort cette vieille boîte et tout, et elle balance enfin, elle met des cassettes. Et là, sur l'écran, je me vois moi, 4-5 ans, très peu de gens le savent, mais je suis né en France, mais j'ai pas vécu mes 10 premières années en France, je les ai vécues en Namibie. C'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Et du coup, j'ai grandi là-bas et tout. Donc du coup, je me vois sur ces cassettes en Namibie. 4-5 ans, je cours partout, machin et tout. Il y a mes parents, il y a moi, il y a ma petite sœur, et il y a un mec qui est toujours avec nous. Il est là, il a un gros smile. Attends, c'est bizarre. Faut que vous l'imaginez un petit peu, c'est un Renoir. Il s'appelle Onga. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks, le mec, tu vois. Genre, Très sympa. non mais vraiment, Vraiment tu vois le très mec, sympa. trop sympa, il est tout le temps là. Et il est là pas que sur une cassette, il est là sur une vingtaine de cassettes. Donc il est là sur plusieurs mois. Tu en as fait. des souvenirs de lui? Excuse-moi. Il est là, il joue avec Wam, il parle avec mon père, il mange avec nous. Et d'une cassette à une autre,
il est plus là. Et je me dis, le mec, enfin le gosse de 4 ou 5 ans qui est dans l'écran, il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre, il continue à jouer, tu vois. Mais le gars de 2012, donc le moi de 17 ans qui est devant l'écran et qui regarde des cassettes, je me dis putain, mais c'est chelou, pourquoi il est plus là, tu vois. Bref, je mets ça dans un coin de ma tête. Et 8 mois plus tard, je suis avec mes potes et je dis à mes potes, putain, ce serait cool qu'on se barre, qu'on aille visiter un petit peu. Genre là, ça y est, on a plus l'école. Moi, je crois que j'avais commencé YouTube en plus à ce moment-là et j'avais, je sais pas, j'avais un peu de thunes, je voulais qu'on se casse quelque part, quoi. Et du coup, la destination qu'on a choisie, c'est la Namibie. Parce que ça faisait très longtemps, du coup, je n'étais pas retourné moi depuis, et c'est un pays que j'avais envie de revoir et mes potes ont envie de le découvrir, et en plus il se trouve que c'est un des plus beaux pays du monde. On s'est barré en Namibie, on arrive là-bas dans un hôtel et tout, on est des trous du cul parce que du coup on joue à Dofus au lieu d'aller visiter tout le pays. La classique. Mec, non mais mec, on reste un mois dans la chambre d'hôtel à jouer à Dofus alors que c'est le plus beau pays. Classique. Non mais mec, enfin bref, ouais, classique. Et à un moment on se lève, un matin on se lève, tu vois, et on se dit putain, les gars, ce serait cool qu'on aille visiter quoi. Un petit peu, c'est... Ouvrons les volets. Ouvrons les volets au moins, tu vois. On se dit putain, vas-y go, on bouge quoi. Et genre la meuf à l'accueil et je lui dis voilà, on aimerait bien visiter le pays, on aimerait bien bouger, on aimerait bien faire le tour de la Namibie, et revenir à l'hôtel, comment on peut s'organiser, comment on peut faire et tout. Et la meuf, trop gentille, de toute façon en Namibie ils sont tous gentils, commence à me dire ah vous en faites pas, putain je connais un gars, il s'appelle Scalamp et il est trop cool et il va vous faire le tour, il est adorable machin et tout. Santé arrive. Hein. Et là, le lendemain, on voit Scalamp arriver avec un vieux van. Je crois qu'il y avait même un pneu crevé. Bref. Et le mec, il arrive. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks. Il a un putain de smile. Et je me dis, mais toi, je te connais, toi. Je me dis, toi, je sais pas pourquoi, mais il y a un feeling. Je lui ai pas dit tout de suite, mais je me dis, il y a un truc chelou entre toi et. Bref. On fait le tour de la Namibie. Le voyage dure un mois. C'est pas Un juste. mois avec ce gars. Un mois avec ce gars. Donc on a dormi dans des bidonvilles. On a dormi par terre des fois. C'était vraiment à l'arrache, mais il s'investissait tellement. Il était tellement cool, tellement gentil que j'ai kiffé ma race, et c'est peut-être un des plus beaux voyages de ma vie. C'est cool de voyager comme ça aussi, je trouve. Incroyable. Et bref, on passe tout ce temps là avec lui, et sur le chemin du retour, il y a mes potes qui sont dans le van derrière, ils dorment, moi je suis devant avec lui, et je me tourne vers lui et je lui dis Scalamp, je crois qu'on se connaît, enfin tu crois pas qu'on s'est déjà vu, machin et tout. Et il me dit bah oui, vous êtes le fils de monsieur Boudouni. Boudouni c'est mon nom de famille. Voilà. Et là je suis ok. Yes. Bah. Du coup, t'es au courant depuis le début que je te connais, tu me connais et tout, tu dis rien du tout. C'est chelou, mais c'est peut-être sa façon d'être parce qu'il il parle pas beaucoup et tout, tu vois. Genre, je me dis ok. Et je lui dis, mec, c'est bizarre parce que Noël dernier, je regardais les cassettes et tout, et quand j'étais petit, je te voyais dans ma maison et tout en Namibie, je te voyais, t'étais avec nous et tout, et d'une cassette à une autre, t'étais plus là. Et il me fait, ok, c'est tout. Oh. Et je t'explique, là-bas en Namibie, ok, c'est en mode parle pas trop, pose pas trop de questions qui fâchent, dors, la route est longue, Ah, ok, ouais, ok, l'hôtel. ouais. Et donc j'ai fermé ma gueule, je peux me poser d'autres questions. On arrive à l'hôtel, on pose nos affaires, on lui dit au revoir, on lui fait bon, le check et tout, on lui fait des câlins, bref. Il a été trop gentil avec nous, tu vois. Il s'en va. La meuf de l'accueil, elle me dit alors c'est bien passé avec Scalamp, machin et tout, c'était cool. Et moi je lui dis ouais, c'était trop cool, machin. Et je lui dis mais pourquoi vous l'appelez Scalamp? Il s'appelle pas Scalamp. Et elle me dit non, il s'appelle pas Scalamp, il s'appelle Onga. Et je lui dis bah oui, je sais qu'il s'appelle Onga, pourquoi vous l'appelez Scalamp? Et elle me dit parce que Scalamp, là-bas en africané, ça veut dire voyou. Et je dis bah très bien, pourquoi vous l'appelez voyou? On parle quand même de Onga, on parle quand même de Tom Hanks. Elle me dit ah bah il a quand même tué sa femme. Ok, là je... Ok. On part, là on était bonne ambiance. Là on part sur féminicide. Ouais, L'ambiance. je suis ouais, là ouais, ouais. Bah là, non, pour mais le c'est coup, des histoires terribles. Et en fait, c'est une histoire qui est connue là-bas. Et en gros, déjà, faut savoir une chose, petite parenthèse, en Namibie, le port d'armes est autorisé. Onga, il devait se marier. Et la veille de son mariage, il rentre chez lui, il voit sa femme sur le canapé avec un autre mec. Il avait le gueule dans la poche. De colère, il a voulu buter le mec, il a buté la femme. Et du coup, il a fini par buter le mec. Je dis ça comme ça, je sais. Je le dis avec le smile, mais c'est vraiment nerveux, d'accord? Je préfère. Déjà pas, évidemment, rien n'est drôle dans cette Non, histoire. il y a rien qui est C'est marrant. absolument dramatique et Voilà, nul. il se fait choper, 15 ans de toll, il fait que 10 ans parce que c'est pas... on est en Namibie, du coup. Et moi, du coup, bah, j'ai compris pourquoi Onga avait disparu des cassettes. Oh. C'est Onga, mec. Onga. C'est Onga, mec. Mec, c'est... Voilà, C'est très bâton, mec. ouais. C'est crime passionnel et c'est arrivé, malheureusement, beaucoup de fois. Non mais mec, quand j'ai appris ça, j'étais en mode... En plus, il y a mes potes qui étaient là, je leur ai dit, mais il y en a pas un qui croyait quoi que ce soit, tu vois. Et c'est vrai, il s'avère que c'est vrai, en fait. En fait, c'est juste bouleversant que t'aies été si proche d'un mec qui a Ouais, c'est ça, en fait. tué sa femme. C'est ça, en fait, c'est que je C'est connais chiant. personne dans ma vie, personne d'autre, qui a tué quelqu'un. Moi, je trouve ça choquant de connaître quelqu'un qui a tué Oui, quelqu'un. bah oui, Un bah petit peu. heureusement. Ouais, moi genre, aussi, voilà, je non trouve mais ça oui, choquant. non mais c'est chaud. J'ai pas envie de parler Milan, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'histoire de Aude. Aude, elle a un petit job d'appoint, c'est le babysitting, voilà.
voilà, elle en fait. Ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo. C'est elle-même qui le dit, hein. Et elle a donc un second téléphone dédié à cette activité. Pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue, puisque Aude, pour trouver des clients, des gens qui font appel à elle, et ben elle met des affiches. Bref, ce jour-là, le jour de l'accident, il est 15 h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone du coup. Voilà, c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible samedi qui suit, et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auxquels elle est disponible le samedi qui suit. Elle explique qu'il y a eu quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne, notamment sur le temps de la prestation, sur si elle doit récupérer les clés ou s'il les met sous le paillasson, ce genre de bêtises. Des trucs tout à fait normaux qu'elle a déjà vu plein de fois. Et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message moins habituel pour le coup. Le papa ou la maman lui demande d'envoyer une photo d'elle. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on sait jamais trop sur qui on tombe avec ces annonces qu'on trouve dans la rue, donc peut-être que ça rassure de voir la personne, je sais pas. Dans le doute, Aude refuse, elle n'envoie pas la photo et la personne en face n'insiste pas. Le lendemain, nouveau message de ce client, et là, c'est vraiment bizarre. La personne lui demande par message si elle aime les hommes plus âgés qu'elle. Inutile de préciser que c'est pas vraiment une question normale à poser à quelqu'un que tu mandates pour du babysitting. Aude explique qu'elle a juste ignoré le message et que ça l'a pas alarmé plus que ça. Qu'elle a déjà eu plein de messages lourds de gens comme ça dans sa vie, mais pas de clients. Et c'est là où elle dit putain, ça aurait quand même dû m'alerter. Bref, le jour J arrive, on est samedi, et elle appelle un Uber pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant. Aude arrive sur les lieux et là, elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse, parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre. Elle se tient face à une vieille maison à 2 étages. Elle constate que 2 des fenêtres sont cassées et que le bois a l'air de pourrir, que la plupart des planches, il y a des trous dedans. Elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres. Ce qui est personnellement ma phobie. Il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine qui se tient là, avec sur la tête ce qui a l'air de ressembler à une couronne de fleurs, et surtout il a quelque chose dans la main mais elle arrive pas à voir ce que c'est. Aude reste figée, regarde cet homme, et après plusieurs secondes, tape le sprint de sa vie. Elle explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment elle s'est ramasse sur un trottoir et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et elle explique qu'encore aujourd'hui elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête. Et bien évidemment elle s'est très souvent posé cette question, cette fameuse question du putain, si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regardé la fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé quoi. Bref, si vous faites du babysitting, attention hein. C'est mon unique conseil dans cette vidéo. Deuxième histoire beaucoup plus longue et absolument horrible. Ahmed est un Américain qui explique être parti vivre aux États-Unis dans les années 90. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aux États-Unis qu'il a rencontré ce qui est actuellement sa femme, avec qui il a désormais 2 enfants. Voilà, c'est le seul truc positif de l'histoire, j'espère que vous avez bien profité. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre 2 emplois juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qu'il pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri d'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas que genre il y avait pas une nuit où il se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Bref, voilà, il explique que c'était vraiment un endroit qui détestait, qui était vraiment pas ouf, mais il avait pas le choix parce qu'il avait très peu d'argent. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de cet emploi-là et pas de son premier emploi qui lui est de jour, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. Qui est une heure, on peut se le dire, pas très rassurante. Quand tu rentres à 2-3 heures, t'es un peu sur tes gardes quand même. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle, et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment puisqu'il habite au 9e étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme, et c'est qu'une fois arrivé au 4e ou 5e étage, que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est, et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier, en train de monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il monte pas les marches normalement, il monte les marches, vous savez comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds, le gars dans la cage d'escalier fait exactement la même chose. Il est dans son perso quoi. Et là le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré, et d'un coup il se fige. Là Ahmed commence à vraiment avoir peur, et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement, mec, arrête. En gros il s'est dit que le gars en face s'entraînait, ou qu'il faisait une sorte de performance, bref peu importe. Et qu'en lui disant c'est bon t'es trop fort, bien joué, c'était cool, le gars allait arrêter. Aucune réaction de la part du mime. Il reste là sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute, et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9e étage. Et malheureusement quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed cette fois il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut,
veut et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il est pas là pour déconner et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui et là il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits et où il pense être tiré d'affaire qu'il se met à entendre des frottements contre sa porte d'entrée, venant évidemment de l'extérieur. Après quelques dizaines de secondes, Ahmed explique qu'il prend son courage à deux mains, qu'il a pas le choix et qu'il va voir à travers l'œillet de sa porte d'entrée. Et malheureusement, le mime est bien là, devant sa porte, et il se met à fixer l'œillet en souriant. Ahmed il reste bouche bée regardant à travers l'œillet de la porte, il est complètement choqué, il n'arrive plus à bouger, il est tétanisé, et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin pour un mec qui a pas de mauvaises intentions, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed il a une sortie de secours, vous savez ces escaliers en fer qui sont collés au bâtiment et qui permettent d'évacuer en cas d'incendie. Ahmed fonce sur ces escaliers et il entend un énorme bruit qui est tout simplement celui de la porte d'entrée qui vient de céder. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir sans regarder derrière lui et après 30 mètres, il se retourne et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire avant de lever les mains et d'applaudir Ahmed. Pour Ahmed, il était absolument hors de question de revenir dans cet appart, donc il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement, et heureusement pour lui, il explique que ça s'est fait très rapidement. Il a plus jamais une news de ce mime, hein, comme il l'a dit, et il a un bon trauma. Il a toujours pas compris si le mec juste était un psychopathe qui s'amusait, ou s'il avait une réelle intention de, je sais pas, de le cambrioler, il a rien compris. En même temps, y a rien à comprendre, mec. À part se barrer très loin, y a rien à comprendre. Bref, c'est horrible. Tout cela nous amène à la dernière histoire qui est celle de Olivia. Il y a quelques semaines, il est 21h passées et Olivia est dans sa voiture avec son enfant. Elle est sur une autoroute du nord de la Californie et elle rejoint son mari qui se trouve chez ses parents. Tout ça a très peu d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle est seule dans sa voiture et que son fils est à l'arrière de la voiture en train de dormir. Elle roule tranquillement sur une route à sens unique constituée de 2 voies et qui plus loin devient une route à une seule voie. Peu avant que la route ne devienne qu'une seule voie, il y a une voiture qui se met à rouler au même niveau qu'Olivia. Une voiture qui semble faire partie de celle que les policiers utilisent quand ils sont en civil. Bref, la voiture ralentit pour laisser Olivia s'insérer dans l'unique voie que devient cette route. Mais mauvaise surprise, la voiture allume son gyrophare. Olivia explique que la voiture qui se trouve derrière elle est toute noire et que du coup elle arrive même pas à voir à quoi ressemble le conducteur de cette dernière. Mais elle veut pas de problème, donc elle se gare sur le bord de la route et la voiture du coup vient se garer derrière elle. Olivia prépare son permis et ses papiers d'assurance en vue du contrôle qui va probablement lui tomber dessus. Et pas de surprise, un homme en uniforme du coup sort de la voiture de derrière et s'approche de sa vitre à elle. Une fois arrivée au niveau de sa fenêtre, Olivia baisse la vitre et lui dit « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Et elle le dit sincèrement, elle le dit pas comme vous et moi parfois quand on se fait contrôler et qu'on sait ce qu'on a fait. Elle comprend vraiment pas parce que là où elle a doublé le policier qui en plus a ralenti exprès pour la laisser passer, c'est une zone où le dépassement est autorisé. Après avoir posé sa question, Olivia elle réalise qu'en fait l'homme qui est à la fenêtre de sa voiture, c'est pas un uniforme qu'il porte, c'est juste une tenue toute noire. Le gars il ressemble à une ombre quoi, dans le noir on le voit pas du tout. Et comme pour Aude la babysitter, elle explique qu'au début elle a pas percuté, ça l'a pas alarmé plus que ça et qu'après quoi elle a réalisé à quel point c'était grave en fait. Bref, elle lui tend quand même son permis de conduire en lui redemandant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, je comprends pas. Et le monsieur à sa fenêtre prend son permis et l'inspecte pendant pas loin d'1 minute, ce qui est très long pour inspecter un permis, ça prend vraiment pas ce temps. Minute à l'issue de laquelle le monsieur rend à Olivia son permis sans avoir encore dit un seul mot. Et c'est ce qui fait qu'Olivia comprend qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et dans un élan de courage, elle lui demande en s'excusant son numéro de badge et aussi le département de la police dans lequel il travaille. Et ce cher monsieur qui est très près d'Olivia, rappelons-le, puisqu'il est à sa fenêtre, ne répond toujours pas à ses questions et la fixe pendant plusieurs secondes avant de fixer son fils qui est sur la banquette arrière en train de dormir. Et après plusieurs secondes et toujours aucun mot de sa part depuis le début de l'intervention, il retourne à sa voiture, il démarre et il se casse. Olivia explique qu'après ça, elle était en panique et elle a foncé chez sa belle famille en ne respectant aucune des limitations de vitesse tellement elle était dans l'angoisse. Elle n'a jamais revu ce mec qui n'était définitivement pas un policier. Encore aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Elle se demande par exemple ce que le mec aurait fait s'il n'y avait pas son fils qui dormait sur la banquette arrière. Bref, ça l'a hanté pendant pas mal de temps et c'est horrible parce que j'ai toujours eu cette angoisse de me dire mais attends, mais c'est sûr qu'il y a des faux gyrophares sur le marché. Et c'est assez convaincant pour que même si t'as un doute, tu t'arrêtes si jamais un mec
mec l'utilise derrière toi parce que au cas où c'est des policiers, t'as pas envie de te retrouver dans la merde parce que t'as fait un délit de fuite ou je sais pas quoi. C'est tellement badant mon gars, c'est l'enfer. C'est parti pour 3 nouvelles histoires flippantes, y a pas de blablabla, on commence tout de suite avec celle de Mélanie. Il y a 2 ans, Mélanie elle fait du house sitting pour un couple plus âgé, c'est-à-dire qu'elle garde leur maison quand ils partent en vacances ou quand ils ont un déplacement professionnel. Cette fois-ci c'est un scénario de rêve, c'est-à-dire que le couple veut partir en vacances à Hawaï 2 semaines mais ne veut pas emmener leur chat avec eux. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour garder leur maison et surtout leur chat et les nourrir. Et Mélanie ayant pas mal discuté avec eux et ayant partagé avec eux son souhait d'aller vivre en Californie, et bah bingo, Mélanie peut garder les chats du couple gratuitement et le couple peut partir en vacances sachant que leur chat sera bien traité par une connaissance à eux. Elle les rejoint donc dans leur maison en Californie quelques jours avant qu'ils partent à Hawaï. Ils vont lui faire visiter un peu la ville, lui présenter la maison, lui expliquer comment nourrir les chats et comment bien s'occuper d'eux. Et ils insistent sur le fait qu'il y a l'un des 2 chats qui est extrêmement timide, qui est presque farouche et que du coup il lui conseille de pas trop l'approcher, de pas trop forcer le contact parce que il est pas très amical. Le jour J, Mélanie les conduit donc à l'aéroport et le couple est cool puisqu'il lui laisse même les clés de leurs 2 voitures. Sympa. C'est donc le début des 2 semaines de garde entre guillemets pour Mélanie et donc elle est dans une maison très grande avec 2 voitures à sa dispo. Elle doit juste nourrir des chats, bref, le rêve, elle en profite pour visiter. Elle part se balader à San Francisco, à Sonoma, à Monterey, bref, elle aussi elle est en vacances finalement gratuites. Mais je vous rappelle que c'est une vidéo serait d'horreur. Pour le moment, tout est cool, ça fait du bien, n'est-ce pas? Attendez. Un jour, vers la moitié de la seconde semaine, donc on est aux 3/4 du voyage, Mélanie rentre à la maison comme d'habitude, sauf qu'elle a un très mauvais feeling. Elle se sent vraiment pas bien, comme si son corps lui disait non, reste pas là, t'es en danger. Vous connaissez ce feeling, il est relou, il est horrible. Sauf que là, il y a aucune raison de ressentir ça. Une fois dans la maison, elle se force à ignorer le fait qu'elle se sent vraiment sous tension, et pour se changer les idées, elle commence à se préparer à manger. Il y a rien d'étrange, elle commence à se sentir un peu mieux, elle décide donc d'aller se coucher pour se remettre les idées en place, il y a rien de mieux. Et petite surprise en arrivant dans sa chambre, le chat timide se trouve cette fois sous le lit de la chambre d'amis, de la chambre dans laquelle Mélanie dort. Elle explique que c'est la première fois qu'elle le voit en 10 jours ce chat-là parce qu'habituellement il passe l'entièreté de son temps dans la chambre du couple. Le lendemain matin, elle se sent toujours bizarre, mais voilà, elle suit les plans qu'elle avait prévus pour la journée, elle va pas gâcher ses derniers jours de vacances, elle profite. Elle décide donc de prendre la voiture et d'aller à un petit festival de musique, avant ensuite d'aller faire du shopping, bref une journée qu'elle décrit comme géniale. Du moins avant qu'elle rentre à la maison. Ce soir-là, Mélanie finit par aller se coucher après avoir regardé un film. En se rendant dans sa chambre, le chat timide est de nouveau sous son lit. Elle voit clairement qu'il est pas content de la voir, mais qu'il a pas envie de quitter la chambre. Le lendemain matin, Mélanie elle se sent encore plus mal que la veille, elle a des nausées, elle a des courbatures, bref elle a aucune envie de sortir, sauf que la journée passe et que plus elle passe, plus Mélanie a ce sentiment de malaise qu'elle a déjà eu plusieurs fois, mais là en plus de ça elle a l'impression d'être observée. Voilà, là elle tombe dans le truc vraiment pas cool, où t'as l'impression que quelqu'un te regarde et c'est horrible. Au milieu de l'après-midi, son état se détériore, elle est encore plus mal, elle se sent encore plus observée, elle décide d'aller prendre l'air et de se dégourdir un peu pour penser à autre chose et sortir de cette spirale. Et n'ayant plus trop de provisions, elle décide d'aller faire des petites courses, voilà, et d'acheter des trucs un peu soft pour pas qu'elle ait des nausées parce qu'elle comprend pas ce qui se passe mais elle est pas bien. Elle se dit que c'est peut-être un début de gastro, un début d'angine, bref un début d'une maladie à la con et elle veut du coup vraiment prendre des trucs sains pour son corps. Après avoir payé à la caisse, la caissière lui dit gentiment bonne journée madame et là Mélanie elle fond en larmes. Elle explique qu'en fait quand la caissière lui a dit bonne journée, elle a eu la sensation que c'était la dernière personne de sa vie qui lui souhaiterait une bonne journée. Elle retourne donc à sa voiture, met ses courses dans le coffre et là il y a vraiment ce mauvais feeling qu'elle a et qui lui dit ne retourne pas dans cette putain de maison. Sauf qu'elle doit s'occuper des chats, elle doit les nourrir et elle veut surtout pas trahir la confiance que le couple a placée en elle en lui confiant leur maison pendant 2 semaines. Elle dit donc qu'elle va juste retourner à la maison pour nourrir les chats et qu'après ça elle ira cette fois dormir dans un hôtel. Arrivée devant la maison, impossible de rentrer. Elle arrive pas. Elle a plus que jamais cette sensation de malaise, cet instinct qui lui dit fais gaffe t'es en danger. Et du coup elle a une idée. Et elle se dit que cette fois elle va rentrer dans la maison et qu'elle va hurler qu'elle vient d'appeler la police, qui sont en route et que la personne qui se trouve ici ferait mieux de dégager avant de se faire arrêter. Why not? Si ça peut te rassurer, au pire tu t'es juste affiché devant tes chats, tu t'en fous. Et ben devinez quoi, à la seconde où Mélanie a fini sa phrase, la lumière de la chambre du couple s'allume. Et Mélanie entend des pas. Elle a enfin des preuves qui confirment cette sensation qu'elle a depuis des semaines et du coup elle sort en courant de la maison et elle se précipite sur son téléphone pour bien entendu appeler la police. Ce qu'elle n'avait pas fait, je vous rappelle que c'était du bluff. Même elle y croyait pas. Elle attend alors dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des policiers et en arrivant, bah y a personne. Vous savez très bien comment ça se passe. Les policiers rentrent dans la maison, inspectent toutes les pièces et y a personne. Mais la porte-fenêtre de la chambre du couple est ouverte. D'ailleurs, ironie, Mélanie en plein moment de stress est quand même contente parce que les portes sont ouvertes mais les chats sont dans la maison et n'en ont pas profité pour se barrer. Elle veut vraiment pas trahir la confiance de Scoop, c'est beau. On veut tous une Mélanie pour garder notre chez soi. Dans la chambre du couple, les policiers retrouvent du coup des sachets de nourriture dans un coin qui montrent qu'il y a bel et bien quelqu'un qui avait été là, mais cette personne n'a apparemment rien volé. Elle a donc confirmation qu'il y avait un mec qui était là depuis au moins 2 jours et qui a fait très peur au chat timide de par sa présence. Le chat a donc choisi Mélanie et c'est pour ça qu'il dormait sous le lit de Mélanie depuis 48 heures.
faire. Les policiers n'ayant aucune preuve d'entrée par effraction, il y a rien qui a été forcé, rien qui est cassé. Bah, ils expliquent à Mélanie qu'ils peuvent rien faire et qu'ils vont juste patrouiller de temps en temps autour de la maison, voir s'ils voient quelque chose d'anormal, mais ça s'arrête là quoi. Mais je vous rappelle que Mélanie doit encore garder la maison et les chats pendant 3 jours. Et c'est ce qu'elle va faire, et elle explique qu'elle était angoissée à mort, même si c'est rien passé, la personne n'est pas revenue, elle était dans un stress total, et que depuis ce jour-là, ça l'a un peu traumatisée sur ça. Et maintenant, quand elle part en vacances dans une maison ou dans une chambre d'hôtel ou quoi, elle a un toc, et avant de se coucher, elle vérifie l'intégralité de l'appartement, de la maison ou de la chambre d'hôtel, pour être sûre qu'il y a bien personne et qu'elle est seule. Malgré tout, elle est vraiment contente que son instinct ait pris le dessus ce jour-là, et qu'elle ait fait le choix de rentrer en hurlant et en menaçant la potentielle personne qui se trouvait là, parce que si elle avait pas fait ça, bah, on sait pas ce qui se serait passé. Voilà. Ah, elle est horrible celle-là. Je la déteste cette histoire, c'est bon. Je vais maintenant vous raconter l'expérience un peu horrible de Lucie, qui est beaucoup plus courte que celle de Mélanie, mais qui moi m'a glacé le sang. C'est un peu ma hantise en fait. Bref, l'histoire a lieu quelques années avant que Lucie nous la raconte. À cette période-là, elle est encore à l'université, et elle a un petit taf à côté, elle bosse dans une animalerie spécialisée dans les poissons d'eau salée et les reptiles. Alors, on est d'accord, les animaleries, c'est vraiment pas ouf pour bien-être animal, mais là n'est pas le débat. Elle explique donc que c'était pas du tout étrange que régulièrement des gens rentrent dans le magasin, des amateurs en reptiles ou en poissons, et posent des tas de questions au staff avant de faire le pas et peut-être de se prendre un compagnon. Lucie, ça fait à peu près 1 an qu'elle bosse là-dedans, elle est donc bien calée en reptiles et en poissons, et là il y a une personne qui commence à se rendre régulièrement à la boutique et à poser à Lucie des questions sur les dragons barbus. Je trouve ça adorable. Comme elle a dit, c'était fréquent que des gens viennent et posent des questions et repassent pour poser d'autres questions, donc au début rien d'alarmant. Elle répond à ces questions pendant 1h30 et il y a aucun problème. Sauf qu'après 2 fois 1h30 de réponse à des questions, le mec continue de venir et il continue de demander des infos sur les dragons barbus. À ce stade, normalement, un humain normal, il ne fait plus chier la vendeuse et il va acheter une encyclopédie sur les dragons barbus directement. Lui, il continue de venir et il continue de parler spécifiquement à Lucie. À force de venir, ce gars-là connaît du coup l'emploi du temps de Lucie. Il sait à quelles heures elle est à la boutique et à quelles heures elle n'y est pas. Et il va donc continuer de venir la voir tous les jours pendant pas mal de jours, sauf que des fois Lucie à la boutique elle est seule. Et oui, une boutique, il y a des horaires et des jours où il y a peu de clients et du coup le responsable décide de mettre qu'un seul vendeur en boutique parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour faire des économies. Sauf que quand la vendeuse c'est Lucie et qu'elle se retrouve seule face à ce mec, elle est pas très sereine. Et parallèlement, ce gars-là, entre 2-3 questions sur l'accouplement des dragons barbus, il cale des petites phrases un peu dérangeantes à Lucie, genre sinon t'es en couple? Le méga lourd quoi, clairement. Et Lucie se défend en lui disant non vraiment je suis pas intéressée et en plus j'ai un petit ami. Ce qui est faux, elle a pas du tout de petit ami à l'époque. Et un jour ce gars arrive au magasin, sauf que Lucie elle est dans la salle de repas des employés et il se met à la chercher. On a donc définitivement la preuve qu'il vient là juste pour lui parler à elle et il s'en fout complètement des dragons barbus ou des poissons. La manageuse de Lucie comprend que le gars est définitivement chelou et elle sort de la boutique en lui disant stop, arrête de venir, tu deviens creepy. Malgré tout, le gars va continuer de venir tous les jours et il va continuer de demander à voir Lucie à chaque fois qu'il vient, qui n'est jamais en boutique quand le gars arrive puisque sa manageuse se met à la défendre et du coup elle lui dit d'aller dans la salle de repas dès qu'elle aperçoit le gars dans la rue. Bref, tout ça dure longtemps, Lucie elle en a marre et du coup elle démissionne. Elle quitte le taf, elle se dit vas-y ras le cul, stop. Et à peu près 1 mois plus tard, Lucie est avec son père devant la télé, elle regarde les news et quelle surprise! Elle reconnaît à la télé le gars chelou et il est tout simplement en train de se faire escorter par la police hors d'une maison qui apparemment est celle de son ex-copine. Et les news expliquent qu'en fait l'ex de ce gars ne s'étant pas présenté au travail depuis un moment, ils ont donc appelé la police pour leur demander d'aller jeter un coup d'œil à son domicile, voir si elle va bien, et ils retrouvent la propriétaire de la maison, l'ex-copine du mec chelou, dans sa baignoire, dans une bâche. Et en fait, ce gars-là était cannibale et avait cuisiné des parties du cœur, du foie et du cerveau de son ex-copine. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux pas dire un c'est bon pour vous plus fort que celui-là. Et en fait, ça c'est une vraie histoire, il y a eu pas mal d'articles qui en parlent, il y a eu pas mal d'interviews de journalistes et tout au sujet de ce gars-là, et en fait il a toujours plaidé la possession démoniaque comme défense, et du coup Lucie ça lui fout vachement les boules et elle a peur parce que ce gars-là est venu plein de fois à la boutique et elle a constaté qu'il était méga bizarre, et qu'apparemment il est pas seulement bizarre, apparemment il mange des humains, c'est bon? Elle a donc fréquenté, malgré elle, un putain de cannibale meurtrier pendant des semaines quoi, sur son lieu de travail. C'est horrible. Tout cela nous amène à la dernière histoire, l'histoire de Stéphane, qui n'a rien à voir, il n'y a pas de cannibale, il y a des gens chelous mais il n'y a pas de cannibale. Stéphane explique qu'il a grandi dans l'Ohio dans les années 70 et qu'avec un ami à lui qui s'appelle Joe, il passait énormément de temps dehors. Son pote Joe vivait dans une ferme à l'époque au bord d'une route et les parents de Stéphane souvent le déposaient chez Joe et du coup il passait une bonne partie de la journée dans les bois à kiffer, ambiance un peu scout. Bref, le temps passe, ils arrivent aux années lycée, les fameuses, et ils se mettent à mettre en place un truc qu'ils appellent le Stand By Me. Un truc basé donc sur le film du même nom qui est sorti à l'époque. L'idée c'est donc de parcourir à pied les voies ferrées du pays, sauf que
au lieu d'espérer tomber sur un cadavre, comme c'est le cas dans le film je crois, ils espèrent juste trouver des spots cool pour pêcher ou camper. Évidemment ils ont conscience que ça peut être dangereux, mais ils se disent vas-y on a qu'une vie, on est jeunes, c'est des ados, et du coup ils vont quand même au bout de l'idée. Ils sont donc allés au bout des choses, ils l'ont fait pas mal de fois, et tout s'est très bien passé, ils ont passé de bons moments, ils sont tombés sur des rivières, ils découvraient des ponts sur lesquels personne n'était jamais allé, ils pêchaient, ils se cachaient dans les trains, bref, ils précisent que vraiment ils ont eu aucune mauvaise expérience, tout s'est toujours bien passé, c'était idyllique. Bref, c'était la grande époque de l'amitié entre Stéphane et Joe. Malheureusement à la fin du lycée, leurs chemins se sont séparés, comme ça arrive très souvent parce qu'ils ont fait des études différentes, mais ils restent tout de même en contact et ils essaient de se voir dès que c'est possible. Et un jour c'est le cas, un été au milieu des années 90, ils se sont retrouvés tous les deux dans leur ville natale pendant une semaine. Ils passent donc leur journée chacun avec leur famille, mais le soir ils se retrouvent les deux pour parler de l'époque, des bonnes expériences du lycée. Bref, un soir, ils reparlent du coup des moments où ils faisaient des Stand By Me. Très nostalgique vis-à-vis de cette époque, et en plus ayant quelques bières dans le nez comme il le dit Stéphane, ils se disent mais viens on le refait, c'était trop bien. Ils se fixent donc une date un soir pour faire ça. Le jour J, ils demandent à leur femme de les déposer à l'endroit où ils avaient l'habitude à l'époque de commencer leur Stand By Me, histoire d'avoir une bonne grosse dose de nostalgie. Ils vont carrément au même endroit. Il explique évidemment que leur femme leur disent les gars, vous avez plus 15 ans là, il faut grandir. Mais Joe et Stéphane n'en démordent pas, ils veulent revivre ce truc qu'ils faisaient à l'époque, et en vrai ils ont tellement raison. Bref, leur femme les dépose, ils se retrouvent tous les deux au point de départ habituel, et là Joe a une idée. Il propose qu'au lieu de prendre la direction qu'ils prenaient à l'époque, ils prennent cette fois la direction opposée pour découvrir des nouveaux lieux, une nouvelle ambiance peut-être. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est entre nous les gars. Bref, la journée se passe bien, ils marchent, c'est amusant, c'est un peu triste aussi parce qu'ils sont pris de nostalgie et comment dire, ce truc là témoigne du temps qui est passé, tu vois, et ils se disent putain, la vie n'est pas infinie. Sortez les violons. Et un peu avant que la nuit tombe, ils trouvent un endroit cool pour camper. C'est une zone boisée épaisse avec des arbres de part et d'autre de la voie ferrée, donc quand t'es sur la voie ferrée, t'as un peu l'impression d'être dans un tunnel. Bref, ils commencent à monter le camp, ils ont des hamacs du coup pour dormir dans de bonnes conditions, mais ils décident quand même de checker un peu le périmètre avant de poser leur hamac, etc. pour être sûr qu'ils sont pas à côté d'une habitation ou d'une zone privée et qu'ils sont donc pas à deux doigts de camper sur le terrain de quelqu'un. Et ils tombent sur une petite colline, donc ils voient pas ce qu'il y a derrière, et ils décident du coup d'aller en haut de cette petite colline pour être sûr qu'il n'y a pas juste là la maison de quelqu'un et qu'ils sont en train de déranger ce mec. Et arrivé en haut de la colline, ils voient au loin un bâtiment vieux et abandonné. Ils voient personne, c'est calme, il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune lumière. Mais étant bien éduqués, ils décident quand même de descendre du coup de l'autre côté de la colline pour se rapprocher du bâtiment et être sûr qu'il n'y a personne qui est là. Et petite surprise, c'est en fait une vieille église abandonnée. Ils la décrivent comme un bâtiment trapu, un truc affaissé, avec des planches de bois quasiment noires à cause de l'humidité, de la moisissure. Il y a de la mouche, il y a de la pourriture, bref, c'est clairement vieux et instable. Et ils voient qu'en fait dedans, il y a toujours tous les bancs bien en place et une sorte de petite estrade sur laquelle peut se placer quelqu'un qui parle aux potentiels gens qu'il y a sur les bancs. Bref, Stéphane et Joe, ça leur suffit, ils ont pas voulu non plus rentrer, checker tout en détail, ils retournent à leur campement. La nuit tombe et Joe et Stéphane entendent des bruits en provenance de l'église. C'était sûr, oui, je sais. Tous deux sortent alors de leur hamac et commencent à avancer accroupis vers le haut de la colline pour avoir un visuel sur l'église. Et ils entendent bel et bien un chant. Ils arrivent alors en haut de la colline, ils sont allongés et cette fois il y a malheureusement de la lumière dans l'église. Ils voient ça et ils se disent, c'est quoi ce bordel? Et le chant, c'est un chant effectivement religieux, un chant typique de ce qu'on peut entendre dans des églises, mais c'est dans une autre langue. C'est-à-dire qu'ils ne distinguent aucun mot dans le son, ils reconnaissent rien. Après un petit moment de silence, il y a une voix masculine qui se remet à chanter, juste une voix, et à un moment tous les gens qui se trouvent dans l'église se mettent à répéter les mots que dit la voix masculine, un peu comme dans les films, vous savez, quand il y a une secte, il y a des chants et il y a toujours un leader qui chante et la foule d'adhérents qui répète ce que dit le leader. Bref, ce petit jeu de ping-pong devient de plus en plus fort, de plus en plus dérangeant, et Stéphane se met les mains sur les oreilles et finit par dire à Joe, mec, on se casse. Et Joe lui répond, oui, ça tombe bien, parce que là ils sortent. Et il voit au loin une file de personnes qui se tiennent par la main en file indienne sortir de l'église. Certains d'entre eux ont des lampes torches et ils se mettent à tourner en rond, main dans la main, en chantant, toujours de plus en plus fort. Sauf que ceux qui ont des lampes torches éclairent les environs et éclairent sans faire exprès nos amis Joe et Stéphane. Joe et Stéphane se chient dessus, ils se lèvent et partent en courant en direction de leur campement. Ils rangent leurs affaires en un temps record et ils prennent en sens inverse le chemin qu'ils avaient emprunté la journée d'avant pour retourner là où leurs femmes les avaient déposés. Mais les lumières s'agitent de manière erratique, comme si les personnes qui tenaient les lampes torches les secouaient dans tous les sens. Et ils réalisent qu'en fait c'est pas que les personnes qui tiennent les lampes torches les secouent dans tous les sens, c'est qu'elles sont en train de courir vers eux. Stéphane et Joe continuent donc à sprinter, à faire des pauses, à sprinter, à faire des pauses, bref ils rêvent juste de remonter dans la voiture de leur femme. Et après plusieurs minutes ils arrivent sur une route et ils voient qu'ils ne sont plus suivis, il y a plus de lumière derrière eux. Et ils décident alors à l'aide de leur carte de se rendre dans une petite ville qui se trouvait à 15 minutes de là où ils étaient. Arrivés sur place, ils se rendent à une station-service de la ville ouverte 24 h sur 24 et ils appellent leur femme pour leur dire venez nous chercher, on est à tel endroit, on vient de vivre un truc chelou.
tout s'est bien passé, leurs femmes sont donc venues les chercher et du coup ils ont raconté l'histoire à leurs proches et leurs proches leur ont dit que c'était sûrement des gamins qui se regroupaient pour se faire peur, pour faire des blagues. Sauf que Joe et Stéphane, ils ont entendu des voix et c'était pas du tout des chants amateurs et des blagues, c'était un truc qui avait l'air très sérieux. Il finit donc en disant qu'il sait pas qui étaient ces gens, il sait pas ce qu'ils foutaient là-bas, mais que c'était le truc le plus putain de flippant qu'il ait vu de toute sa vie. Tout finit bien et donc ça se trouve c'était juste des gens d'une secte en fait qui se rendaient là-bas, qui avaient une sorte de rituel ou juste des fêlés, enfin bref, il sait pas trop et il a pas du tout envie de savoir, ok? Et nous non plus d'ailleurs. C'est la fin de ce thread d'horreur, je me chie bien dessus. Bon, j'ai pas mis trop de trucs intrusion parce que comme on est tout le temps chez nous en ce moment, c'est pas le moment d'être parano vis-à-vis de ça, je trouve. Je suis particulièrement sensible à cette mécanique horrible du quand t'as été en contact avec quelqu'un et que t'apprends par la suite que ce quelqu'un avait un vrai problème et était vraiment très dangereux. Je trouve ça vraiment horrible. Tu as ce truc de trahison, c'est horrible. Les amis, c'est parti pour 3 histoires vraies, 3 témoignages finalement. Et on commence avec celui de Lisa. Lisa explique que l'histoire qu'elle raconte s'est passée lorsqu'elle était encore à la fac. Elle a vécu à l'Isla Vista, la communauté étudiante de l'UCSB, connue pour être une école de gros fêtards. Ouais, vous savez, des fois dans les campus, à l'université, ça fait beaucoup la fête. Et d'une école à l'autre, ça fait plus ou moins la fête. Là, le curseur il est très haut. Cette nuit-là, Lisa, elle rentre à 2h30 du matin après avoir bu quelques verres, rien d'excessif. Elle explique qu'elle vit dans une maison avec 2 copines à elle, elles sont donc en colocation. Elle explique donc qu'il était fréquent que l'une d'entre elles ramène une ou plusieurs personnes à l'appart et que cette ou ces personnes dormaient soit sur les meubles, soit dans leur lit selon les affinités. Bref, juste des meufs qui ont la vingtaine et qui kiffent la vie, y'a rien d'anormal. Cette nuit-là, pendant que Lisa était partie boire un verre à l'extérieur, ses 2 copines colocataires ont invité quelques personnes à l'appart pour faire une mini-fête. Et ces quelques personnes, Lisa ne les connaissait pas, c'était pas ses amis. En rentrant chez elle, Lisa constate donc que l'une de ces personnes est restée dormir là et qu'elle dort sur le canapé dans le salon. Elle explique qu'elle a pas allumé la lumière parce qu'elle a vu une ombre sur le canapé et qu'elle voulait pas réveiller la personne, mais qu'il y avait bel et bien une personne sur le canapé. En allant vers sa chambre, elle se rapproche donc du canapé et elle s'aperçoit que la silhouette est très raide, que la personne dégage un truc bizarre. Vous savez que des fois on a ce feeling où on se dit attends, il y a un truc pas normal là. Bah là, Lisa elle a ce feeling. Lisa elle est donc à l'arrêt en train de regarder cette personne et cette personne d'un coup tourne la tête vers Lisa. Et truc un peu badant, cette personne regarde Lisa droit dans les yeux avec des yeux grands ouverts. Elle dormait pas du tout. Elle va penser que cette personne est probablement soit ivre, soit sous drogue. Bref, n'importe quoi qui puisse expliquer qu'une personne se retourne brusquement vers toi à 2h30 du mat avec des yeux grands ouverts. Elle rejoint sa chambre comme prévu et elle prend bien soin de verrouiller la porte de la chambre avant de se glisser dans son lit. Et là, elle s'endort. Tout va bien qui finit bien? Pas du tout. À 4h30, il y a un bruit étrange près de la porte de sa chambre qui la réveille. Un bruit qu'elle décrit comme le bruit que pourrait faire quelqu'un en tapotant des doigts contre une porte. Premier réflexe assez logique, Lisa elle reste dans son lit, elle bouge pas et elle fait aucun bruit. Bref, elle attend que ça passe, comme on le fait tous dans ces situations où il y a un truc très badant et on est dans le déni jusqu'au moment où on se rend compte que il va peut-être falloir agir parce qu'il y a un truc pas normal. Les minutes passent et le bruit devient de plus en plus fort, comme si la personne cette fois tapait contre la porte en bois avec les doigts de ses 2 mains. C'est pas une activité commune de taper avec ses doigts contre les portes. Donc là elle bade. En faisant le moins de bruit possible, elle prend son téléphone et elle envoie un message à sa coloc qui est de l'autre côté de l'appartement. Elle lui explique que son ami est en train de frapper contre sa porte avec ses doigts, que ça la fait bien bader et elle lui demande d'aller lui parler pour le calmer parce que ça l'empêche de dormir. Après plusieurs minutes d'attente, Lisa reçoit aucune réponse de sa pote tout simplement parce qu'elle dort. Elle est donc seule dans sa chambre et il y a un gars de l'autre côté de sa porte qu'elle ne connaît pas et qui est en train de gratter depuis de nombreuses minutes avec ses doigts contre le bois de la porte. Horrible situation. Lisa envoie donc un message à sa 2e colocataire et malheureusement pareil, pas de réponse probablement parce qu'elle dort aussi. Sauf que l'inconnu de l'autre côté de la porte, il va plus se contenter de gratter à la porte. Cette fois, il va attraper la poignée et il va la secouer dans tous les sens pour ouvrir la porte. Comme la situation s'aggrave et qu'elle a aucune réponse, Lisa elle décide, quitte à faire plus de bruit, tant pis, d'appeler l'une de ses 2 colocataires. Sa coloc cette fois décroche et Lisa lui dit ton pote il est fou, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que là il est en train de gratter à ma porte et c'est vraiment chiant. Et après quelques secondes de silence, sa colocataire lui répond quel pote? Il n'y avait pas de gars qui dormait sur le canapé. Personne n'est resté dormir à la maison. L'adrénaline de Lisa monte en flèche. Et à ce moment-là, elle se rend compte aussi que ça fait plusieurs minutes que plus personne ne gratte à sa porte. Et donc elle se demande où est passé ce putain de type. Et quasiment au même moment, elle entend un bruit sourd suivi d'un hurlement de peur. Et à ce moment-là, Lisa décide d'appeler les flics parce que la situation dégénère. Elle explique la situation aux policiers et ils lui disent qu'ils envoient tout de suite 2 voitures. Tout l'appart se retrouve plongé dans le silence. Et c'est là que Lisa baisse les yeux et elle voit que le mec vient de glisser ses doigts entre le sol et le bas de la porte. Lisa, face aux doigts qui dépassent de sa porte, elle n'arrive plus à se contenir et elle hurle tout en reculant. Et elle explique d'ailleurs qu'elle s'en veut et que c'est son plus grand regret parce qu'en fait elle avait juste à écraser les doigts du gars pour peut-être le faire fuir. Bref, malheureusement pour Lisa, le gars s'est barré juste avant que la police arrive. Les policiers n'ont pas retrouvé ce gars. Et du coup il s'était infiltré dans la maison en passant par la porte latérale en verre et en crochetant la serrure. Lisa explique que le pire dans l'histoire c'est qu'elle a regardé ce mec droit dans les yeux en rentrant chez elle et que sur le moment elle a pas compris, mais en fait
s'il était tout raide et immobile comme ça, c'est pas parce qu'il dormait, mais c'est parce qu'il essayait de se cacher dans le noir. Sauf que Lisa l'a clairement vu, et c'est pour ça que le gars s'est retourné vers Lisa en mode est-ce que je suis foutu? Je vais devoir agir là? Ce n'est pas du tout un ami de ses colocataires qui dormait en fait. C'est juste un intrus qui se cachait. C'est pas pareil quand même. Voilà. Alors c'est marrant, ça me fait un peu penser à l'histoire qu'Alice avait racontée quand elle était venue dans la vidéo Thread Horror avec Guest, mais un peu remixé quoi. Il faut arrêter hein, les gens de s'infiltrer chez d'autres gens en pleine nuit là comme ça. Il faut arrêter ça. Bon, il est temps de passer à la deuxième histoire qui d'ailleurs est liée au verrouillage de porte. Oui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Francis. Alors Francis donc, il est obsédé par le verrouillage de porte. Vous savez, c'est ces fameux tocs où tu vérifies tout le temps que la porte est fermée et t'oublies très rarement de la fermer tellement t'es obsédé par ça. Il explique qu'il a d'ailleurs un petit rituel hein, depuis plusieurs années, c'est qu'avant de dormir, il vérifie que toutes les portes de la maison sont bien fermées à clé. 5 mois avant les faits, Francis emménage avec sa femme et ses 2 enfants dans une nouvelle maison. Il explique que c'est une maison qui est vraiment très excentrée, elle est très loin des grandes voies proches. Par conséquent, il n'y a jamais de piétons autour de chez lui puisque bah voilà, c'est une route privée qui mène que à sa maison, donc personne n'a rien à faire là. Détail important, il aime pas dormir dans le noir, Francis. Il laisse toujours une lumière allumée quelque part dans la maison qui fait un petit halo sous sa porte, ça le rassure. Tu vois, comme quoi même ceux qui aiment la ruralité, ça se rassure d'une manière ou d'une autre. Bref, un mois après l'emménagement, Francis se retrouve enfermé à l'extérieur de chez lui parce qu'il est sorti, il a claqué la porte et il a oublié ses clés. Classique shit qui nous est tous arrivé. Du coup, il essaie de passer par la porte arrière de sa maison, sauf que, bah, avec son putain de toc, il l'avait fermée à double tour, malheureusement. Il a hésité à l'ouvrir au pied de biche, sauf que la porte étant dans un état nickel, ça lui faisait mal au cœur, donc il a préféré appeler le propriétaire et lui demander de venir ouvrir la porte avec le double des clés, quitte à devoir attendre plusieurs heures. Bref, un peu plus d'une semaine plus tard, c'est là qu'il commence à se passer des trucs bizarres chez Francis. Francis se réveille en pleine nuit parce qu'il a méga soif et il se dirige la tête dans le cul vers sa cuisine. En ouvrant la porte de sa chambre, il y a un détail qui le fait chier, c'est que toutes les lumières sont éteintes. Sauf que souvenez-vous, Francis, il laisse toujours une lumière allumée. Il va d'abord penser que c'est une panne de courant avant de se rendre compte qu'en fait il entend le ventilateur de sa chambre qui est juste derrière lui et que donc c'est pas une panne de courant. Francis fait un pas pour sortir de sa chambre, il se retrouve dans le couloir et là il a des frissons et il a le sentiment d'être observé. Et son instinct lui dit que cette personne se trouve sur sa gauche. Francis tourne la tête et il y a personne. En revanche, il voit les étoiles, là où il devrait juste y avoir de l'obscurité, tout simplement parce que la porte arrière de chez lui est grande ouverte. Francis, il a la conviction qu'il y a quelqu'un qui est au bout, près de la porte, caché dans l'ombre, qui attend qu'il soit assez près de la porte pour l'attraper et le fracasse. Il réalise alors qu'il est un peu responsable de la sécurité de sa famille, c'est l'homme de la maison quoi. Il prend alors son courage à 2 mains et il marche en direction de la porte pour la fermer. Francis tend la main vers la poignée de la porte et après plusieurs tâtonnements provoqués par la panique, il réussit à choper la poignée et à claquer la porte. Le lendemain, Francis demande donc à ses enfants et à sa femme si c'est eux qui ont ouvert la porte. Évidemment, ils lui disent que non et il leur demande aussi si quelqu'un a éteint la lumière dans la nuit et évidemment, ils lui répondent que non. Pendant 3 semaines, Francis va vérifier régulièrement le verrou de la porte arrière et il est toujours bien enclenché, il n'y a rien d'anormal qui se passe. Jusqu'à une nouvelle nuit où Francis se réveille d'un énorme cauchemar, puis il va dans sa cuisine pour boire quelque chose et là une nouvelle fois il est frappé par le même sentiment que 3 semaines avant, il a l'impression que quelqu'un le regarde. Ses yeux se dirigent naturellement vers la porte arrière de la maison et mauvaise surprise, elle est grande ouverte. Comme 3 semaines avant, Francis décide de s'élancer vers la porte pour la fermer, sauf que cette fois, il est convaincu qu'elle s'est pas ouverte toute seule. Il va finir par s'endormir de nouveau, pour se réveiller 2 heures plus tard, parce que c'est le matin et qu'il doit aller au travail. Et après s'être levé et avoir pris la direction de la chambre de ses enfants pour les réveiller, ses yeux se tournent naturellement vers la porte arrière, et une fois de plus, elle est ouverte. Et il constate qu'à l'extrémité de la porte, il y a des rayures et des plis. Et là, Francis se dit, bon, il faut que j'arrête de prendre ça à la légère, on va se poser et on va réfléchir à ce sujet. Tout d'abord, il se demande si le jour où il s'est retrouvé enfermé en dehors de chez lui, il a bien vu la porte en fait. Il remet tout simplement en cause les rayures et les plis qui sont apparus entre temps. Peut-être qu'en fait ils étaient là dès le début et qu'il les avait juste pas vus. Mais il va quand même faire quelque chose avec cette porte. Donc il voulait au début mettre des nouveaux verrous. Sauf que ne trouvant pas sa perceuse, il s'est rabattu sur des clochettes qu'il a attachées à la poignée de la porte du côté intérieur, du côté de chez lui. Bref, ça va arriver une dernière fois avant qu'il change définitivement les serrures. Cette nuit-là, Francis se couche tôt. Il se réveille aux alentours de 3 heures. Il va vérifier la porte parce qu'il a une obsession maintenant avec cette porte, à juste titre. Et cette fois, bonne surprise, la porte est fermée. Il retourne se coucher et cette fois il fait un cauchemar horrible dans lequel il entend les clochettes de Noël qu'il a mis à la poignée. Alors il se lève et en s'approchant de la porte, il tombe sur une petite fille de dos. Étant donné qu'il est dans un cauchemar, il a étrangement pas peur du tout de cette petite fille. Il lui demande son nom, sauf que la petite répond « Quelqu'un arrive ». Quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, et elle va crescendo comme ça, crier de plus en plus fort, quelqu'un arrive, jusqu'à se retourner, la mâchoire sur la poitrine, la bouche anormalement large, en criant, quelqu'un est ici. Francis se réveille en sueur, il se lève, et bien évidemment, la lumière de la cuisine est éteinte, et la porte arrière est grande ouverte. Une nouvelle fois, Francis ferme la porte, et il constate que les clochettes ne sont plus
sur la poignée. Il s'aperçoit qu'elles sont posées sur un meuble dans le couloir. Ce matin-là, il va poser des questions à ses 2 enfants et à sa femme, sans trop en dire pour pas les effrayer de ce qui se passe. Il va juste leur demander s'ils ont entendu quoi que ce soit d'anormal cette nuit. Son fils de 13 ans lui dit que non, rien, mais que si à 2h30, il s'est levé pour aller aux toilettes et il a vu que la porte arrière était grande ouverte. Et il est donc allé la fermer. Francis lui demande alors si les clochettes étaient sur la poignée ou pas, et son fils lui dit qu'il est quasi sûr que oui. Et cette fois, enfin, Francis est parti dans un magasin pour acheter une perceuse, ainsi qu'une nouvelle serrure, et il a passé l'après-midi du coup à bricoler sa porte et à changer la serrure, et rajouter même des verrous. Au moment où il nous raconte cette histoire, il explique que malgré ça, quelques jours avant de la raconter, il a remarqué des nouvelles rayures et des nouveaux plis sur sa porte, sauf que cette fois les verrous n'ont pas cédé, donc elle s'est pas ouverte. Ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que c'est évident qu'il est en danger, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui est pas très bien intentionné, mais comme il n'y a pas de répercussions graves, personne s'est fait agresser, rien n'a été volé, il y a aucune trace d'intrusion que dalle, Francis, il va attendre tellement longtemps avant d'agir, je trouve ça dingue. En fait, je trouve ça hyper intéressant comme certaines fois les gens sont dans la non-réaction et sont totalement dans le déni de la gravité de la situation. Dès qu'il a vu les traces de rayures, fallait changer la porte, voire même déménager directement. Je trouve ça fou. Tout ça nous amène à la 3e histoire, celle de Gabriel. Gabriel qui fait une activité que j'aurais jamais le courage de faire, aka le trail. Mais vous savez, il y a des parcours énormes et les gens vont faire ces parcours, marcher des distances assez énormes en auto-survie. Donc c'est-à-dire ils y vont avec leur tente, avec leur bouilloire, ils prévoient assez d'eau et de vivres pour pouvoir finir le parcours et ça dure plusieurs jours. Bref, Gabriel il part avec sa copine et il essaie de faire le sud du sentier de Virginie. C'est un sentier qui fait environ 260 km de long et qui traverse les forêts nationales de George Washington et Jefferson. Il explique que la partie sud de ce sentier est la moins fréquentée et la plus reculée. Exactement ce qu'il recherche avec sa copine. En gros, ils vont là-bas parce qu'ils veulent pas croiser d'autres gens. Ils ont vraiment envie d'avoir la sensation d'être seuls. Vous êtes des ouf, hein, et encore quand même Francis là, faut arrêter. Hein. Bref, on est début octobre, ils se rendent là-bas, ils sont contents, l'air est assez doux, on a le changement de couleur des feuilles parce qu'il y a le changement de saison, le temps est parfait, il y a des paysages magnifiques, tout se passe merveilleusement bien. Sauf les 2 dernières nuits. Sur ce sentier, t'es censé camper soit sur le sentier, soit dans un refuge désigné. Donc tous les X kilomètres, il y a une sorte de refuge qui est un point de ralliement des gens qui font ces parcours dans lequel tu peux te poser. Mais comme dit, Gabriel et sa copine, ils ont pas envie de croiser d'autres gens, ils ont pas envie en plein milieu de la nuit que quelqu'un vienne leur demander leur bouilloire ou des conneries. Ils veulent vraiment être en autonomie totale, donc ils vont trouver leur propre petit coin en hors-piste. Ça sent l'embrouille. Au milieu d'une petite clairière se trouve l'endroit parfait pour Gabriel et sa copine, endroit dans lequel ils décident d'installer leur camp. Ils montent leur tente et puis ils se glissent dans leur sac de couchage et se dirigent vers une belle nuit de sommeil. Sauf que, vers 2h du matin, la porte arrière de la maison de Gabriel est ouverte. Pas du tout. Vers 2h du matin, Gabriel est réveillé par sa copine qui lui dit « Prends ton arme, il y a quelqu'un dehors qui marche autour de notre tente. » C'est bon pour vous cette phrase? Gabriel explique que lors de ses randonnées, il emmène tout le temps un M1911 avec lui, qui est un pistolet. Il explique qu'on sait jamais trop sur quoi on va tomber et que donc il a l'habitude d'emmener un flingue avec lui, quoi. Bref, il a sorti le flingue de son sac avant de s'asseoir et d'écouter soigneusement tout ce qui pouvait se passer autour de la tente. Pendant plusieurs minutes, aucun bruit spécifique, avant qu'il entende des bruits de pas sur des brindilles. D'après le bruit des pas, il explique que selon lui, c'est un bipède qui marche. Gabriel prend sa lampe de poche et sort de la tente. Il se décide alors à inonder de lumière la zone d'où provenaient les pas. Gabriel pense avoir vu quelqu'un bouger derrière un arbre. Il se met alors à lui crier dessus en lui disant de se casser. N'ayant pas de réponse, Gabriel continue d'éclairer l'endroit d'où provenaient les pas, tout en pointant avec son arme et en avançant là-bas. En s'approchant de la zone, il entend de nouveau des bruits de pas qui cette fois proviennent de sa droite. Il a donc 2 solutions, soit il décide de pourchasser la personne qui était là, soit il retourne dans la tente dans laquelle se trouve toujours sa copine probablement terrorisée et monte la garde jusqu'à la fin de la nuit. Gabriel va évidemment choisir cette 2e solution. Le lendemain matin, après avoir très peu dormi, Gabriel veut donc essayer de savoir s'il y avait vraiment quelqu'un qui était là. Il retourne donc à l'endroit d'où provenaient les bruits et il tombe sur des traces de bottes. Il précise d'ailleurs qu'il a pas dit à sa copine qu'il était tombé sur des empreintes de bottes parce qu'il voulait pas qu'elle flippe. Le classico, non mais je te l'ai pas dit pour te protéger, mais il faut lui dire. Vous êtes 2 à vivre cette situation, voyons. À ce stade de la randonnée, il reste à Gabriel et sa copine environ 2 jours de marche avant d'arriver au bout du parcours. Bien entendu, suite à cet événement, ils vont marcher beaucoup plus vite la journée pour couvrir le plus de terrain possible. Mais c'est quand même pas des surhommes, ils vont pas réussir à faire 2 jours de randonnée en 1 jour et donc ils vont devoir passer une nouvelle et dernière nuit dans la forêt. Gabriel explique qu'il a trouvé un endroit près d'une falaise, dans un petit surplomb, dans lequel il serait cool de monter leur tente puisque du coup les gens ne pourraient venir que de devant eux et pas de 360 degrés autour d'eux. Bref, ils ont installé le camp dans ce petit surplomb, ils ont préparé leur nourriture et ils sont glissés dans leur sac de couchage dans la tente. Après quelques minutes, sa copine s'est endormie et lui il est resté éveillé pendant quelques heures en écoutant les bruits des bois aux alentours et en essayant de voir si quelqu'un allait de nouveau venir autour de leur camp. Au bout d'un moment, Gabriel étant exténué vu qu'il a déjà très peu
peu dormi la nuit d'avant, il s'endort. Il va se réveiller plus tard dans la nuit à cause de ce qui semble être quelqu'un, une nouvelle fois, de l'autre côté de la paroi de la tente, qui fouille dans leurs affaires. Gabriel chope son arme et grâce à ce qui reste de leur feu de la veille, à savoir des petites braises, il arrive à voir la silhouette de la personne, qui est vraiment à 1 mètre de la tente. Il décide alors de lui hurler dessus en lui disant « On est armé, dégagez ». Et il voit alors les silhouettes lâcher les affaires et partir en courant. Gabriel sort de la tente avec l'arme en joue, prêt à tirer si jamais quelqu'un se montre menaçant. C'est un putain de cow-boy, Gabriel, qu'on soit d'accord. Et malheureusement, il constate que leurs affaires sont éparpillées absolument partout sur le camp. Les gars qui étaient là ont tout fouillé. Gabriel prend la direction des gens qui ont pris la fuite, ce qui l'amène près d'un petit ruisseau. Et au loin, près de ce petit ruisseau, il voit une lumière scintiller. Une lumière qui ressemble à tout simplement une lanterne qui clignote. Et après quelques secondes, il voit 3 autres lumières qui clignote. C'est là qu'il comprend que la personne en face n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes, et il décide alors de revenir en courant au campement et de dire à sa copine de tout remballer aussi vite qu'elle le peut parce qu'il doit vite se casser de là. Mon gars, croyez-moi, pour réussir à faire tes affaires, à te lever et à décider de marcher alors qu'il fait une nuit noire, que t'es en pleine forêt et que tu sais qu'il y a 4 personnes pas loin de ton campement, faut avoir des méga balls. Moi dans ces situations là je fusionne avec le sac de couchage, je disparais de la surface de la terre. Bref, il se lève et ils se remettent à marcher pour finir le parcours et ne plus jamais entendre parler de ces trous du cul qui rôdent autour de leur campement. Cette fois, pendant qu'il marche, Gabriel entend des voix au loin. Toutes les 10 secondes, il regarde derrière lui pour être sûr qu'ils sont pas suivis. Bref, il fait plusieurs heures de marche dans la terreur et dans l'angoisse la plus totale. Après un bon moment passé à marcher, Gabriel entend un gros bruit qui vient derrière eux. Et il voit quelqu'un qui est sorti des bois. Il fait encore nuit à ce moment-là, c'est tout juste l'aube. Et le gars reste immobile là, debout, à quelques dizaines de mètres d'eux. Et les fixe pendant quelques secondes avant de se retourner et d'aller de nouveau dans les bois. À partir de là, Gabriel et sa copine accélèrent fortement le pas. On veut finir ce parcours et ne plus entendre parler de ces gens. Et ils arrivent finalement à atteindre la fin du sentier et l'endroit où sa copine avait garé sa voiture au début du parcours, et ils ont pu sortir des bois de Virginie sans recroiser la route de ces personnes-là qui ont pillé leurs affaires. Bref, il ne sait pas qui c'était, il ne sait pas ce qu'il voulait, et il explique malheureusement que, à notre plus grande tristesse, il ne retournera pas là-bas pour obtenir des réponses. Plus jamais il y va. Quelques années avant de raconter son histoire, Elliot explique qu'il vivait au nord de la Californie. Il habitait dans un quartier qui était à proximité d'une banlieue, donc c'était pas en milieu hyper rural, mais c'était pas non plus en milieu hyper urbain. Voilà, il explique que c'était un entre-deux assez cool. Il précise que la zone dans laquelle il habitait n'avait pas de lampadaire et que donc il faisait très sombre la nuit. Venons-en au fait. Un soir, Elliot rentre du travail. C'est l'hiver, la nuit est nuageuse, et en arrivant devant chez lui en voiture, il voit donc uniquement ce que les phares de la voiture éclairent et ce que la lumière du Porsche éclaire. Ce soir-là, en sortant de sa voiture, Elliot sent une odeur de cigarette. Il trouve ça étrange parce qu'il a jamais senti ça autour de sa maison. Il jette donc un petit coup d'œil à droite à gauche, sauf qu'il voit personne, il cherche pas plus que ça. Sentir des odeurs de cigarette, c'est un truc assez fréquent, même si là, effectivement, c'était un petit indice de ce qui allait suivre. Elliot explique qu'il venait de sortir d'une énorme journée de boulot et que du coup il était claqué, et que par conséquent ce soir-là, même s'il était à peine 19h passé, il a décidé d'aller prendre une douche et de se coucher. Un peu plus tard après s'être couché, Elliot se réveille et il est persuadé d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de la maison. Il explique que ça l'a pas du tout inquiété parce que Elliot a en fait un ami qui passe régulièrement chez lui pour se doucher avant de rejoindre des cours qu'il prend le soir. Il y a quand même un truc qui met Elliot un peu sur ses gardes, c'est qu'habituellement son ami le prévient quand il passe chez lui. Il lui envoie un message. Et après plusieurs secondes de silence total, il entend quelqu'un au rez-de-chaussée qui se met à courir en direction de l'étage. Elliot comprend que la personne dans la maison n'est pas son ami. Il sort de son lit en une seconde et il court vers son placard. Il explique qu'au moment où il a ouvert la porte du placard pour se cacher à l'intérieur avant de la refermer, l'intrus se trouvait déjà en haut des marches à l'étage. Elliot est donc caché dans son placard et il entend l'intrus se diriger vers la salle de bain. Il explique que c'était probablement parce que c'était la seule des 3 portes qui était entrouverte et que donc le gars a dû penser qu'Elliot s'était caché dans la salle de bain, genre derrière le rideau de douche ou une connerie comme ça. Elliot est toujours dans le placard de sa chambre et il comprend qu'il a un tout petit peu de temps pour éventuellement changer de cachette, et il en profite donc pour ouvrir l'accès au grenier qui se trouve dans le plafond de son placard. Heureusement que l'accès était là, parce que si l'accès était en dehors du placard, il aurait probablement fait du bruit en sortant du placard. Il explique que la porte de sa chambre s'est ouverte au moment où il venait de rentrer ses pieds à l'intérieur du grenier. L'intrus est alors dans la chambre d'Elliot en train de le chercher. Après quelques dizaines de secondes, il va même ouvrir le placard. Placard dans lequel, je le rappelle, se trouve l'accès au grenier. Grenier dans lequel se trouve Elliot. Elliot, il est à peu près à 1 mètre de l'accès au grenier et du coup, il peut voir vaguement l'intrus. Il s'agit apparemment d'une personne qui porte un jean bleu sale et des bottes de travail complètement usées. Après plusieurs secondes à fouiller dans le placard, l'intrus conclut qu'Elliot n'est pas là et donc
repart. Et après être reparti, Elliot entend un gros cri de colère et de frustration venant de l'intrus. Il explique d'ailleurs que ça lui a foutu la méga trouille parce qu'il a compris définitivement que ce mec était en train de le chercher et qu'il était très en colère de pas l'avoir trouvé. Bref, après ça, l'homme qui est dans la maison retourne au rez-de-chaussée et là, Elliot entend toutes sortes de bruits, d'étagères qui tombent, d'assiettes qui se cassent. Bref, le gars est en train de démolir le rez-de-chaussée d'Elliot. Et c'est à ce moment-là qu'Elliot réalise qu'il est un peu baisé parce que quand il est parti se cacher dans le placard, il a pas eu le réflexe de prendre son téléphone qui est malheureusement toujours sur sa table de nuit. Et clairement, il a pas envie de prendre le risque de descendre du grenier pour aller prendre son téléphone et de risquer de faire du bruit, ce qui va attirer le gars qui est toujours au rez-de-chaussée dans la chambre. Il décide donc d'attendre, accroupi dans le grenier et d'être patient malgré les bruits de fracas qui viennent du rez-de-chaussée de chez lui. Et à partir du moment où les bruits vont cesser, Elliot décide de compter jusqu'à 1000. Il fait ça pour se laisser une marge de sécurité et pour être sûr que le gars est bel et bien parti avant de descendre du grenier et d'appeler la police. En descendant du grenier, le premier truc qu'Elliot voit, c'est son lit qui est complètement renversé. Ne vous cachez donc jamais sous votre lit, c'est évident. Il remarque aussi que son portable n'est plus sur sa table de chevet et il ne le trouve plus. Heureusement pour lui, sur un meuble de sa chambre, il y a un téléphone fixe. Ce que d'ailleurs moi je n'ai pas chez moi. Moi le gars prend mon tel, je suis baisé, c'est fini. Elliot appelle donc la police grâce à sa ligne fixe et il attend dans sa chambre jusqu'à l'arrivée des policiers, jusqu'à ce qu'ils les entendent crier en bas. En descendant, pas de surprise, son appart est retourné. Et le seul truc qui a disparu, c'est un couteau de son bloc de couteau de cuisine. Ce qui donne des frissons à Elliot puisqu'il comprend que le gars avait pris un couteau pour se défendre lorsqu'il le cherchait. La police a donc découvert que la porte latérale de la maison d'Elliot avait été forcée à base de pieds de biche et que c'était comme ça que l'intrus s'était infiltré chez lui. Ils ont aussi trouvé le long de la clôture d'Elliot des mégots et un stylo vidé. La police a expliqué à Elliot que les gens qui fument de la méthamphétamine se servent souvent de tubes de stylo vide. Et c'est là qu'Elliot se rappelle que quand il est rentré chez lui, il a senti une odeur de cigarette. Ce qui veut dire qu'en fait, au moment où il est arrivé chez lui, il a pas fait gaffe mais il y avait déjà quelqu'un qui était là autour de chez lui en train de fumer une clope. Bref, la conclusion de ça c'est quoi? C'est qu'Elliot, il a quand même dormi chez lui ce soir-là après avoir mis une étagère devant la porte enfoncée. Le lendemain, il a appelé différentes personnes pour bien évidemment réparer sa porte et aussi installer des spots qui s'allument automatiquement tout autour de sa maison. Il a vécu encore 3 ans dans cette maison avant d'emménager ailleurs et il a jamais eu d'autres incidents. Par contre, il explique qu'il a pris une autre précaution maintenant, c'est que il explique qu'il s'était entraîné à sortir de son lit le plus vite possible et à rejoindre le grenier en faisant le moins de bruit possible. Ça l'a quand même un peu trauma et il a bien badé à cause de ça et on comprend totalement. Elliot, on espère ne jamais avoir affaire au gars qui est venu chez toi. Voilà. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Margot qui s'est passée à son université. Elle est dans une université assez petite d'à peu près 500 personnes. Elle est en 2e année et tout se passe bien. Dans sa classe se trouve un garçon un peu particulier qui s'appelle Marc. Elle le connaît pas plus que ça mais il y a un cours dans sa journée où elle est assise à côté de lui. Bref, ce gars socialement est pas très à l'aise et elle s'en fiche, ça la regarde pas. Tout ce qu'elle sait de lui c'est qu'apparemment il a eu une enfance un peu compliquée. Pendant un de ses cours de fin d'après-midi, il y a l'agent des ressources humaines de l'école qui vient toquer à la porte de la classe. Le CPE dit au professeur: j'ai besoin que Margot me rejoigne immédiatement dans mon bureau. Tous ceux à qui c'est arrivé, vous savez, c'est l'un des plus gros coups de pression que tu peux te prendre dans ta vie. C'est le CPE qui vient te chercher en cours directement. Ça m'est arrivé, j'ai pas fait le malin. Margot, elle a rien à se reprocher, elle se doute pas du tout de ce qui va lui être reproché et elle se dit bon bah c'est sûrement un test de dépistage de drogue qui était un truc très fréquent dans son établissement où apparemment des fois ça venait toquer à la classe et ça a appelé 3 élèves au pif pour faire des tests de dépistage. Incroyable. Bref, le CPE amène Margot et son ami dans une salle de conférence dans laquelle se trouvent 2 policiers. En entrant dans la pièce, Margot sent qu'il se passe quelque chose de grave parce que le policier verrouille à clé la porte et le 2e policier bloque la fenêtre. Et en vrai, c'est des situations où même si t'as rien à te reprocher, tu te dis waouh, là il y a des policiers devant moi, ils veulent me poser des questions, enfin ça te met vraiment un maximum de pression, même si t'as rien à te reprocher. Le CPE demande alors à Margot si elle a entendu quelque chose aujourd'hui. Margot a aucune idée de quoi parle la CPE et elle lui dit: entendu quelque chose à propos de quoi? Vous parlez de quoi? La CPE lui explique qu'il y a des menaces qui ont été proférées contre l'école et que le nom de Margot est apparu dans une conversation. Margot comprend rien du tout à ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi il y a eu son nom dans une conversation et elle comprend pas qui a pu dire qu'elle était au courant de ça d'une manière ou d'une autre. La CPE lui explique alors que Marc a proféré des menaces contre l'école et que lorsqu'ils ont interrogé d'autres personnes, le nom de Margot est ressorti. En gros, il y a des gens qui ont dit à l'école que Margot était sûrement au courant de quelque chose. Elle explique qu'elle est pétrifiée parce qu'elle est dans une situation où il y a 3 personnes qui agissent comme si elle avait fait quelque chose de mal, de grave, alors qu'elle a rien fait du tout. Elle sait vraiment pas de quoi il parle. Bref, Margot se calme et leur explique: écoutez, le seul cours dans lequel je suis avec lui, c'est un cours qui a lieu de 15h à 16h. D'ailleurs, aujourd'hui, il était pas là et habituellement, quand il est là, la seule raison pour laquelle on parle, c'est qu'on
on a des exercices à faire ensemble, mais c'est tout quoi. On parle pas de nos vies, on n'est pas amis ou quoi que ce soit. Le CPE lui demande donc si elle est vraiment sûre de ce qu'elle avance et si elle n'est pas en train de mentir. Margot dit bah non, vraiment c'est la vérité. Et au final, il la laisse partir. Évidemment, en retournant en classe, tout le monde lui a posé des tas de questions sur ce qui venait de se passer et elle a juste ignoré tout ça. Le soir, en rentrant chez elle, sur Facebook, elle voit que l'école a posté un message. Parents et élèves de, insérer le nom de l'école, 2 élèves ont signalé qu'un autre élève avait menacé notre école. Nous avons géré la situation et il n'y a rien à craindre. Bien entendu, le message était probablement plus long et plus précis, mais comme il a été supprimé, c'est tout ce dont elle se souvient. Au repas du soir, Margot raconte à ses parents ce qui s'est passé parce que, bah, ça les concerne un peu quand même. Et ils ont tout de suite voulu plus d'informations. Sauf qu'à ce moment-là, Margot, elle en sait pas plus. Vraiment, elle a eu aucune réponse, ils lui ont rien dit, elle sait pas du tout ce qui se passe. Et c'est que le lendemain qu'elle va obtenir les réponses à toutes ces questions. Le lendemain, Margot apprend que le plan de Marc, c'était de tuer des élèves. En fait, lors de la première heure de cours de la journée, Marc était là. Il a montré à ses camarades de classe une liste de noms d'élèves en disant qu'il voulait les tuer. Et sur cette liste, le 3e nom, c'était celui de Margot. Ses autres élèves ayant rapporté l'incident à leur professeur, qui l'a rapporté à la police, Marc a été arrêté lors de la 4e heure de cours de la journée. Et son plan devait se dérouler pendant la 5e heure de cours de la journée, qui est l'heure de cours pendant laquelle Margot est assise à côté de Marc. Heureusement, les élèves en ont parlé, puisque la police, en fouillant le casier de Marc, est tombée sur une arme à feu. Ce qui veut dire que c'était pas une blague ou un truc pour attirer de l'attention autour de lui, c'était réel, c'était sérieux. Bref, 2 semaines plus tard, Margot est toujours pas bien parce que je vous rappelle que son nom était sur cette liste et qu'elle a jamais eu un comportement déplacé avec Marc. Bref, elle a jamais rien fait qui puisse justifier le fait que Marc en ait après elle. Et elle va au supermarché avec son père en rentrant dans le magasin pour acheter le repas du soir. Margot se décompose puisqu'elle tombe face à face avec Marc. Margot et son père sont en panique, non seulement parce que Marc est en totale liberté malgré ce qu'il s'apprêtait à faire, et qu'en plus il sait où Margot habite puisqu'il est dans le supermarché qui est à côté de chez elle. Bref, Margot et son père sont donc repartis illico du supermarché et sont rentrés chez eux. Et ils ont bien entendu contacté l'école en leur disant mais attendez, le Marc là, il est encore dans les parages en fait, qu'est-ce qui se passe? Et en fait malheureusement pour eux, l'école a agi comme si ils surréagissaient par rapport à la situation. L'école leur a dit mais attendez, cette histoire a été réglée, tout est sous contrôle, on a fait tout ce qu'il fallait, vous paniquez pour rien, faites-nous confiance. En gros, selon l'école, Margot n'a jamais vraiment été en danger. Alors que clairement, elle l'a plus qu'été. Margot explique qu'au moment où elle raconte cette histoire, elle a plus d'angoisse parce que Marc est en prison pour avoir apparemment assassiné sa mère. Il l'aurait poussée dans des escaliers et elle aurait été retrouvée morte dans un sac mortuaire. Margot est donc rassurée parce qu'il a été condamné pour homicide volontaire, donc il a pris beaucoup d'années. Elle ne redoute donc plus qu'un jour il se pointe à l'école ou qu'un jour il se pointe devant chez elle ou au supermarché dans le but de lui faire du mal, voire de l'assassiner. Voilà, c'est très gai cette histoire. C'est profondément triste et en France, on a de la chance parce qu'il y a tout un truc de régulation sur les armes à feu et c'est vraiment tant mieux. Aux US, c'est pas le cas, c'est pas en libre accès non plus, mais c'est beaucoup plus facile de se procurer une arme et du coup, il y a eu beaucoup de tueries dans des écoles, des élèves qui en peuvent plus et qui décident de tuer d'autres élèves. Bref, c'est hyper triste et c'est un truc qui a failli arriver à Margot. Elle est passée vraiment pas loin, ça s'est joué à 1 heure près et en plus, le gars qui allait passer à l'acte lui en voulait personnellement sans qu'elle n'ait jamais compris pourquoi. Horrible. On arrive donc à la dernière histoire, l'histoire de Maeva. Alors Maeva, pour qu'on comprenne bien la suite des événements, elle nous a fait un schéma de son appart. L'investissement de Maeva quand elle raconte un truc, c'est incroyable. Et le truc important à retenir sur ce schéma, c'est que les balcons ne sont pas séparés par des parois, elles sont séparées par un petit mur que tu peux enjamber et qui en plus ne couvre pas toute la largeur du balcon. Il est donc très simple pour quelqu'un de se rendre sur le balcon de l'autre. Vous sentez les problèmes arriver. Maeva explique que l'année dernière, après avoir passé 1 an nickel dans son nouvel appart, elle a un nouveau voisin. Pour le reste de cette histoire, elle va l'appeler Sam. Maeva raconte sa première rencontre avec ce nouveau voisin et ça s'est passé sur le parking de l'immeuble. Il était en train de décharger les courses de son énorme camion. Maeva se gare à côté du camion, elle voit ce gars avec ce qui a l'air d'être sa copine et en sortant de la voiture d'un coup, elle constate que les deux ne parlent plus. Elle leur fait un signe de la tête pour leur dire bonjour, puis elle rejoint l'ascenseur pour aller dans son appart. Mais pendant qu'elle attend l'ascenseur, le gars se rue vers elle, fait tomber la moitié des courses qu'il avait dans ses bras et lui demande de l'attendre. Maeva se retrouve donc avec son nouveau voisin et la copine de son nouveau voisin dans l'ascenseur. La petite amie de ce nouveau voisin baisse la tête et ni ne regarde Maeva ni ne lui parle. En revanche, son nouveau voisin, lui, il est extrêmement bavard. Dans les 45 secondes qu'il faut pour arriver à l'étage où se trouvent les appartements, il a le temps de lui demander si elle aimait l'endroit, d'où elle venait et où elle travaillait. Avec le recul, Maeva trouve que son enthousiasme était un peu étrange, mais elle a pas relevé. Une nuit, environ 3 mois après que Sam soit arrivé là, le petit ami de Maeva l'a rejoint chez elle et ils ont regardé des films sur le canapé. Il était genre 23h30, petite soirée Netflix and chill, tu connais. Et Maeva et son copain commencent à entendre des bruits de claquements.
Ils s'entendent des claques. Maeva et son copain tapent une bonne barre et ils se disent ah bah ils passent du bon temps là-bas, ça fait plaisir. Allez, on augmente le son de notre série. Et puis après un moment, en plus des coups, il y a eu des cris. Maeva n'arrive pas à distinguer ce qu'ils se disent, mais elle sent qu'il y a une embrouille. Son petit ami se rend alors sur la terrasse, se penche sur le balcon de Sam et dit est-ce que tout va bien là-dedans? 1 ou 2 minutes plus tard, la copine de Sam ouvre la porte coulissante du balcon et dit oui tout va bien, désolé pour le bruit, vous en faites pas. Du coup Maeva et son copain ne se sont pas inquiétés plus que ça et ils sont allés se coucher. Bref, cette nuit-là, Maeva se réveille à environ 3 h du matin à cause d'hurlements de plus en plus forts. Mais comme elle était dans les vapes, elle a pas vraiment distingué si c'était un mauvais rêve lié à ce qu'elle avait entendu vers 23h30 ou si il se passait vraiment de nouveau un truc pas cool à côté. Et du coup, elle s'est rendormie. Bref, avance rapide d'environ 2 semaines pendant lesquelles il s'est rien repassé de similaire. C'est une belle journée chaude. Maeva, elle est en robe sur son balcon, elle kiffe la vie quand d'un coup elle sent une tape sur son épaule. Il s'agit bien entendu de Sam, qui est sur le balcon de Maeva et qui lui demande s'ils peuvent parler 1 minute. Il vient donc de pénétrer dans l'appart de Maeva dans un calme grandiloquent et en plus il est entre Maeva et la porte coulissante qui lui permet d'accéder à son appart. Donc Maeva, elle est zub. Sam explique à Maeva que c'est son anniversaire et que comme elle ressemble à une fille qui a l'air de savoir s'amuser, il aimerait qu'elle lui donne un bon plan pour acheter de la weed. Il faut savoir que la weed, là où Maeva habite, c'est légal. Vu le comportement que Sam a eu, de venir sur son balcon en ignorant la frontière, etc., elle lui dit bah écoute mec, franchement, vu que c'est légal, va sur Google, t'auras vraiment toutes les réponses dont t'as besoin. Et alors que Maeva commence à se lever pour rentrer chez elle, Sam lui remet la main sur l'épaule et lui explique qu'il a éraflé sa voiture la nuit dernière parce qu'il conduisait un peu bourré. Quoi? Et il lui dit ça avec un sourire sur le visage, comme s'il était content que ce soit arrivé. Maeva, elle est surprise et choquée de comment il lui dit ça dans un calme incroyable, mais elle est sur la défensive parce qu'il a rien à foutre sur son balcon, et du coup elle lui dit ok, pas grave, on verra ça plus tard, je vais rentrer chez moi. Bref, le lendemain, c'est le jour J de l'événement terrible. On est samedi, il est 23 h, Maeva elle est chez elle, elle est en train de regarder un bon gros film d'action qui est donc relativement bruyant et du coup il lui faut un peu de temps avant de comprendre que il y a des gens qui tapent à sa porte. Elle baisse le son de son film et elle entend les mots suivants: police, ouvrez la porte. Ah d'accord. Pourtant il n'y a pas de Margot là dans l'histoire. Maeva a alors une énorme boule au ventre, je pense comme tout le monde qui entend ces mots de toute manière. Elle vérifie quand même dans l'œil de la porte si c'est bien des policiers qui sont sur le palier. C'est bien des policiers, ils sont 6 et ils ont tous un fusil d'assaut. C'est bon? Ça fait peur de voir des gars avec des armes qui toquent chez toi, même si c'est des policiers, ça fait super peur. Et heureusement le capitaine des policiers qui est sur le palier sent que Maeva elle est pas sereine et il la rassure, il lui dit madame vous avez aucun souci à vous faire, on n'est pas là pour vous du tout. Est-ce que s'il vous plaît vous pouvez nous laisser entrer chez vous? Maeva elle est en PLS total, elle ouvre la porte, les policiers rentrent chez elle et le capitaine des policiers lui demande du coup quelles ont été ses dernières interactions avec Sam. Maeva leur explique qu'elle le connaît à peine, qu'elle l'a vu quelques fois, qu'il a emménagé qu'il y a quelques mois et puis elle leur demande pourquoi ils ont besoin d'être dans son appart. Et le capitaine de la police lui répond tout simplement que Sam est très dangereux et que la nuit précédente il a battu sa copine tellement fort qu'elle s'est retrouvée en soins intensifs. Il lui explique alors qu'ils savent que Sam a un pistolet et qu'il est barricadé chez lui, donc dans l'appartement à côté du sien. Les policiers disent donc à Maeva d'aller dans sa chambre, de verrouiller la porte et d'éteindre les lumières, pendant qu'eux vont procéder à une intervention chez Sam via le balcon de Maeva. Les 30 minutes qui suivent pour Maeva, elles sont horribles. Exactement comme pour Elliot, dans la panique, elle a pas pris son téléphone qui se trouve sur la table de sa cuisine, et du coup elle est dans une chambre, dans le noir, à entendre des policiers crier sur un mec, sans qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, à part attendre. Après 30 minutes, l'intervention des policiers est terminée, et heureusement il n'y a eu aucun coup de feu de tiré. Le capitaine retourne donc voir Maeva dans sa chambre et lui explique que l'intervention est terminée et que Sam a été arrêté. Maeva elle aimerait que l'histoire elle se termine là, sauf que ça se termine pas là. 5 jours plus tard, Maeva rentre du travail et en rentrant dans l'ascenseur, elle voit un homme qui se met à courir pour attraper l'ascenseur avec elle, et cet homme, c'est Sam. Sam lui demande alors pourquoi elle a laissé rentrer les policiers chez elle ce soir-là, et elle lui explique la vérité, qu'elle était pétrifiée, et du coup elle voulait surtout pas passer pour une complice de quoi que ce soit ou avoir d'autres problèmes avec la police. Évidemment, il en veut à Maeva d'avoir fait ça, et il va lui proposer un truc scandaleux, il va lui proposer 3000 $ pour qu'elle témoigne en sa faveur, puisque selon lui, elle le connaît, et elle sait comment il traite vraiment les femmes et à quel point c'est un homme bon. Maeva évidemment elle a pas envie de témoigner pour un mec qui a failli tuer sa copine, elle sait plus trop comment elle s'en est sortie, mais elle s'en est sortie. Elle a dit des trucs qui font qu'au final il lui a foutu la paix. Quelques jours plus tard, on est mercredi soir, on est la veille du procès de Sam. Maeva rentre chez elle après le travail et elle constate que son chat a un comportement un peu bizarre. Il est stressé et c'est là qu'elle remarque à travers les rideaux qu'il y a un post-it collé à sa vitre. Et ce post-it, c'est Sam qui l'avait mis là et dessus il avait marqué son numéro de téléphone et la phrase suivante: je compte sur vous.
Quel genre de perverté, toi? Quel genre de perverté? Bien évidemment, Maeva ne s'est pas rendue au procès. Elle a pris une photo du post-it, elle a verrouillé toutes ses portes à clés avant de se rendre chez sa mère et d'y passer les 5 jours suivants. Elle explique qu'elle a plus jamais revu Sam et qu'il a donc très probablement perdu son procès. Et quelques semaines plus tard, elle a même vu une femme dans l'appartement de Sam qui nettoyait, et c'était en fait probablement la propriétaire qui remettait à neuf l'appart avant de le relouer à d'autres personnes. Voilà l'histoire de Maeva, et elle est assez touchante parce que je sais que pendant le confinement il y a eu pas mal d'histoires comme ça en fait. Du coup, comme tout le monde est chez soi, il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu des trucs pas nets dans l'appart d'à côté, etc. Franchement, c'est difficile de savoir ce que tu fais dans une situation comme ça où t'entends des bruits dans l'appart d'à côté. En fait, ça peut te sembler irréel, mais non, ça arrive, et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Elle explique que son histoire a lieu, comme celle d'après d'ailleurs, à une époque où il n'y a pas encore de téléphone portable et internet. Et mine de rien, internet et les téléphones portables, c'est bien cool pour quand il t'arrive une galère, pour quand tu tombes sur quelqu'un qui te veut du mal. Bref, à l'époque, Michelle, c'est une jeune maman qui a la trentaine et elle emmène ses enfants chez le pédiatre. Elle met donc 2 de ses 3 enfants dans la voiture et elle fait 1 heure de route pour aller chez son pédiatre. C'était un cabinet assez nouveau, en gros, il venait de construire un bâtiment sur un nouvel embranchement de route, donc c'était un endroit assez isolé. Ça sent pas bon, vous savez. En arrivant sur place, il y a déjà 4 ou 5 voitures sur le parking et Michelle se gare sur la place la plus proche de la porte d'entrée du bâtiment. Elle détache ses 2 enfants de leur siège auto et elle les emmène du coup dans le bâtiment, et puis elle va attendre à peu près 1 heure avant qu'enfin le médecin vienne la chercher. On arrive à la fin de la consultation, Michelle paye, tout se passe très bien et elle retourne à sa voiture. Et c'est là que les emmerdes commencent. Michelle installe ses 2 enfants dans la voiture, elle s'assoit sur le siège du conducteur, elle tourne la clé de la voiture, sauf que la voiture démarre pas. Dans cette situation, soit t'es mécanicien et tu résous le problème toi-même, ce qui n'est pas du tout le cas de Michelle, soit tu sors ton portable et t'appelles un dépanneur, ce qui n'est pas du tout le cas de Michelle non plus, car rappelez-vous, c'était il y a des dizaines d'années et il n'y avait pas de téléphone portable. Elle va donc détacher ses 2 enfants et les reprendre avec elle pour retourner dans le bâtiment et emprunter le téléphone fixe du cabinet. Elle trouve le numéro d'un dépanneur, elle l'appelle, il lui explique qu'il a un truc à finir et qu'il sera pas là avant 1 heure mais qu'il va faire au plus vite. Michelle lui donne l'adresse et puis elle retourne du coup dans sa voiture avec ses 2 enfants. Mais le temps passe et après un petit moment, toutes les lumières du bâtiment du médecin s'éteignent et tous les gens rejoignent leur voiture et quittent le parking. À tel point que la voiture de Michelle se retrouve à être la dernière voiture garée sur ce parking. Pour passer le temps, elle essaye de trouver des petites activités dans la voiture, elle essaie de donner des collations à ses enfants, elle veille à ce qu'ils aient pas trop chaud, etc. Bref, une maman modèle. Et bonne nouvelle, le dépanneur arrive beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'après 40 minutes à peine après le coup de fil, une camionnette arrive sur le parking et un homme descend de la voiture souriant à Michelle et soulève le capot. Elle va pouvoir rejoindre son domicile avec ses enfants, bref, elle est refaite. Mais Michelle attend le moment où enfin le dépanneur va lui dire essayez de démarrer, mais ce moment n'arrive pas. Le gars est là, la tête dans son capot depuis plusieurs minutes et il dit rien. À plusieurs reprises, le dépanneur propose à Michelle de venir voir ce qu'il est en train de faire sous le capot pour qu'elle comprenne quel était le problème et qu'elle puisse régler ça elle-même la prochaine fois que ça lui arrive. Proposition que Michelle refuse en souriant, en expliquant moi je suis pas mécanicien, je vais rien comprendre, si ça me réarrive bah je rappellerai de nouveau un dépanneur. Après un moment, Michelle elle réalise que le gars il a l'air frustré du fait qu'elle ne veuille pas sortir de la voiture pour aller voir ce qu'il fait sous le capot. Et c'est à peu près à ce moment là qu'un pick-up débarque sur le parking et se gare proche de la voiture de Michelle. Et d'un coup, le gentil mec qui réparait la voiture de Michelle ferme brusquement le capot, court vers sa camionnette, la démarre et se casse. Michelle elle est confuse et elle est un peu angoissée, elle comprend pas trop ce qui vient de se passer. Pourquoi le dépanneur d'un coup l'abandonne, elle avec ses 2 enfants seuls sur un parking alors qu'il fait nuit. Le conducteur du pick-up ouvre sa portière, descend et s'approche de la voiture de Michelle. Et la première chose qu'il va faire c'est s'excuser de son retard avant de pointer du doigt la route et lui demander qui était l'homme qui venait de partir si soudainement. Michelle elle a une réaction marrante à ce moment là, c'est elle est pas du tout dans le stress, elle est soulagée. Elle lui sourit et elle lui dit ah bah je croyais que c'était vous, haha. Comment ça haha Michelle, comment ça? L'homme qui est en face de Michelle c'est le vrai dépanneur. Mais aucun des deux réalise la gravité de la chose à ce moment précis. Le vrai dépanneur va donc lever le capot de la voiture de Michelle et commencer à inspecter le problème. Quelques secondes plus tard, Michelle est tournée vers sa banquette arrière puisqu'elle est en train de s'occuper de ses enfants et le dépanneur se présente à sa fenêtre avec un objet dans sa main, une sorte de gros poignard. Elle lui demande donc mais pourquoi vous montrez ça, vous sortez ça d'où? Et le vrai dépanneur lui dit qu'il vient de trouver ça sous son capot. Les deux vont alors devenir un peu pâles et réaliser que cet objet n'était pas dans le bloc moteur avant que l'homme qui est venu quelques minutes plus tôt fasse semblant de réparer la voiture de Michelle. Il lui dit alors madame, je sais pas ce qui allait arriver ici, mais en tout cas je suis content d'être arrivé à temps avant que ça arrive. Puis le dépanneur retourne dans son pick-up pour le démarrer et fait signe à Michelle de démarrer aussi son véhicule. Et bingo, la voiture démarre. Michelle va alors payer la facture du dépanneur et sous les conseils de ce dernier, elle va une fois rentrée chez elle appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. La police va prendre soin d'écouter ce qu'elle a à leur dire et il lui explique qu'elle a eu beaucoup de chance, même si elle leur a proposé de leur ramener l'objet, il lui explique écoutez ce sera classé sans suite, donc prenez soin de vous, soyez vigilante et puis courage. Et en vrai effectivement il pouvait pas faire grand chose, mais donc Michelle a failli clairement se faire buter par un gars qui a prétendu être son dépanneur alors qu'il l'était pas. Et surtout, comment ce gars est arrivé au bon moment au bon endroit, c'est dingue. Bref, faites attention au dépanneur.
Passons à l'histoire de Kenza, histoire qu'elle a appelée Crazy Ron. Cette histoire a eu lieu quand elle était enfant, elle avait 7 ans et c'était avant même l'arrivée d'internet. Kenza et sa mère venaient d'emménager dans une grande maison blanche en face d'une garderie. Elle explique que c'était la plus belle des maisons dans laquelle elle et sa mère avaient pu vivre, étant donné que sa mère avait toujours du mal à boucler les fins de mois et que son père poursuivait ses rêves d'artiste et versait une pension, mais une pension modeste parce qu'il avait très peu de moyens. À l'époque, Kenza elle est hyper contente parce qu'elle a tout le rez-de-chaussée de la maison pour elle. Sa mère, elle, a tout l'étage du dessus et Kenza elle est contente parce qu'elle habite vraiment en face de la garderie. Ce qui nous intéresse, c'est le voisin de gauche de Kenza, un monsieur qui s'appelle Ron. Ron, c'est un homme qui a la quarantaine, à savoir 10 ans de plus que la maman de Kenza. Bref, comment Kenza et sa mère ont rencontré Ron pour la première fois? Eh ben, un après-midi, après le retour de Kenza de la garderie, il est apparu dans la cour de leur maison. Et immédiatement, la mère de Kenza le trouve chelou. Ron avait l'air beaucoup trop content de vivre à côté d'une mère célibataire qui vit avec sa fille et qui est dans le besoin financièrement. Plus tard, la maman de Kenza expliquera même qu'elle pensait que Ron avait eu un coup de cœur sur elle et qu'en fait, il la séduisait quoi. Bref, Ron fait donc son apparition dans la cour de la maison et il vient pour offrir un cadeau à la maman de Kenza, un cadeau qui est un vieux médaillon. Avec à l'intérieur, une photo de Kenza. Ce médaillon il ressemble fortement à une antiquité et c'est plutôt logique puisque Ron il est antiquaire. La photo en revanche est très troublante puisqu'il s'agit d'une photo de Kenza qui n'a ni été prise par sa mère ni par elle-même. Ce qui veut donc dire que Ron a pris en photo Kenza avec à l'époque un 35 mm, il n'y avait pas d'appareil numérique, avant d'en mettre une dans ce fameux médaillon qu'il offre à la maman de Kenza. C'est creepy, il n'y a rien de normal, ok? La mère de Kenza dans un premier temps refuse fermement le cadeau en expliquant: attends mec, t'as pris des photos de ma fille à son insu pendant qu'elle jouait dans la cour, ça dégage. Sauf que Ron d'un coup devient extrêmement triste et il semble inconsolable. Du coup la maman de Kenza elle culpabilise et au final elle accepte le médaillon, à contre-cœur bien entendu, mais elle l'accepte. Quelques semaines plus tard, Ron fait de nouveau son apparition dans la cour, il sonne au portail de Kenza et de sa maman et cette fois il vient leur offrir une chaîne stéréo et apparemment il leur offre un des modèles les plus chers qui existent. Comme pour la première fois, la maman de Kenza refuse le cadeau. Mais Ron la supplie d'accepter le cadeau et après plusieurs minutes de discussion, elle cède. Quelques jours plus tard, Ron sonne de nouveau chez elle et cette fois il vient leur offrir un appareil photo. Un appareil photo professionnel. Serait-ce l'appareil avec lequel il a pris des photos de Kenza? Cette fois-ci, la maman de Kenza en a marre, elle remet les pendules à l'heure et elle lui dit: écoute, ton appareil photo professionnel, j'en veux pas, et maintenant, c'est ciao. À partir de là, Ron n'est plus jamais allé sonner chez elle pour leur offrir des cadeaux. Le message de la maman de Kenza est donc passé. Mais par conséquent, la maman de Kenza, elle a un mauvais feeling. Elle sait pas de quoi est capable Ron et elle sait pas ce qu'il va faire pour combler le fait qu'il peut plus venir lui offrir des cadeaux. Du coup, elle est vachement sur ses gardes à chaque fois qu'elle rentre du travail et elle interdit à Kenza d'aller jouer dans la cour. Le temps passe et les parents de Kenza établissent un calendrier de visite puisqu'elle vit avec sa mère et désormais tous les samedis soirs elle va aller chez son père pour le voir et passer un moment avec lui. Le premier samedi soir se passe super bien jusqu'au lendemain quand son père la ramène chez sa mère et qu'il apprend que dans la nuit quelqu'un est rentré par effraction dans la maison de Kenza et sa maman. Et effectivement dans la nuit du samedi au dimanche, la maman de Kenza est donc seule dans la maison à l'étage et elle entend quelqu'un rentrer au rez-de-chaussée et fouiller. Par réflexe elle a fermé à clé la porte qui permet d'accéder à l'étage et elle a attendu que l'intrus parte. Heureusement Kenza n'était pas là à ce moment-là parce que sinon elle serait tombée nez à nez avec cet intrus. Et elle a en plus pour habitude le samedi soir de profiter pleinement du système son que Ron leur a offert et de mettre la musique forte au rez-de-chaussée puisqu'il n'y a pas école le lendemain. Bref, nos trois amis sont donc allés voir la police et ils ont conseillé à la maman de Kenza d'acheter un chien et un fusil de chasse. C'est une autre époque hein. Kenza a donc parlé de l'incident avec son père et elle en est venue à lui parler de Ron. Et le père de Kenza c'est un gars qui a fait 15 ans de boxe, il a pas du tout peur des autres et il va suivre cette histoire de très près. Un certain temps s'écoule, environ 2 semaines, et Kenza remarque que quand elle va à l'école, Ron passe souvent l'après-midi près de la cour. Mais un jour, Ron s'arrête devant la clôture de la cour de la garderie, il propose à Kenza qu'ils aillent acheter une glace ensemble. Et heureusement, Kenza, même à cette époque, elle a été mise en garde à multiples reprises, et par ses parents, et par l'école, des signes qui montrent qu'un adulte ne te veut pas du bien, le coup du « allez viens, on va acheter une glace », bref, toutes ces phrases bateau, elle les connaît, on lui a expliqué, et du coup, à ce moment-là, face à Ron, elle a un déclic, et elle comprend que Ron n'est pas juste un inconnu un peu sympa et bizarre, elle comprend qu'il a des idées derrière la tête. D'un coup, elle est très mal à l'aise, et elle s'éloigne de la clôture en disant à Ron « désolé, je dois partir », et elle s'en va. La récréation se termine, Kenza retourne en cours, et environ 1 heure après, elle est appelée à se rendre dans le bureau du directeur de l'école. Ce qui a bien sûr pour effet de la terrifier. Elle y est jamais allée avant, elle sait pas ce qu'elle a fait de mal, donc elle se met à stresser, et en arrivant dans le bureau du directeur, elle voit que son père et sa mère sont là. Kenza comprend que si sa mère et son père ont dû rentrer du travail pour aller à l'école dans le bureau du directeur, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est assez simple. Ron est allé dans le bureau du directeur, déclarant qu'il était le père
père de Kenza et qu'il venait la chercher parce qu'ils allaient déménager dans un autre état. Rien que ça. Et ce qui a fait foirer le plan de Ron, c'est que le papa de Kenza était très pote avec un autre artiste qui se trouvait être le petit ami de la professeure d'école de Kenza. Donc la professeure savait à quoi ressemblait le vrai père de Kenza. Ils ont donc fait attendre Ron en lui disant ok, Kenza va venir, elle range ses affaires, elle dit au revoir à ses camarades. Sauf qu'en fait ils ont appelé la police et c'est pas Kenza qui est arrivé dans le bureau, c'est les flics. Au moment où Kenza est dans le bureau avec ses parents, Ron a déjà été embarqué du coup par la police. Malgré tout, le père de Kenza veut prendre zéro risque et donc Kenza va aller vivre chez son père pendant plusieurs semaines au cas où Ron ne serait pas encore derrière les barreaux. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'apparemment Ron vivait avec sa mère qui est décédée quelques mois avant ces événements et donc il s'est retrouvé seul dans cette maison. Il a grandi dans un climat pas du tout sain et il avait apparemment un retard de croissance psychosexuelle. Bref, il comptait kidnapper Kenza et partir, on ne sait pas où, mais partir avec elle et abandonner cette maison derrière lui. Le plus flippant dans cette histoire, c'est qu'en fait, Kenza et sa maman s'étaient trompés, sa mère n'était pas du tout la cible de Ron. Ron voulait simplement avoir des bons liens avec la maman de Kenza pour pouvoir la duper plus facilement et accéder à Kenza. C'était juste un moyen de contourner ce qui l'empêchait d'atteindre Kenza. Voilà, donc il est rien arrivé à Kenza, mais à l'époque c'était un truc qui était assez fréquent en fait, les kidnappings, beaucoup plus que maintenant. Il y avait beaucoup moins de moyens, la loi encadrait beaucoup moins ça, c'était beaucoup plus dur de trouver des preuves, etc. Bref, on est quand même à une époque cool où tout ça, ça a bien avancé. Alors il y a plein de gars qui s'en sortent et qui restent impunis, mais on n'est pas non plus au stade où on était dans les années 80 où c'était vraiment chaud quoi. Si vous avez des petits frères, des petites nièces, des petits neveux, bref des jeunes dans votre famille, n'hésitez pas à leur rappeler. Quand un adulte te propose des bonbons, ça dégage. Quand il veut que tu montes dans sa voiture, ça dégage. J'en avais parlé dans une vidéo anecdote, mais moi ça m'a vraiment sauvé la vie que ma mère elle me parle de ça quand j'étais plus jeune. J'ai vraiment failli être kidnappé quoi. Il y a un gars qui avait ouvert sa portière et qui m'avait dit salut mon petit, viens, j'ai plein de bonbons dans la voiture, monte dans la voiture. Ça m'est arrivé quoi. Bref, dernière histoire, celle de Sacha. Son histoire est beaucoup plus courte, rassurez-vous, mais elle est horrible. Voilà, c'est arrivé 15 ans avant qu'il la raconte, à une époque où il vivait dans un immeuble au rez-de-chaussée. Sacha avait 15 ans à ce moment-là, et à l'inverse de Kenza, il vivait non pas avec sa mère, mais avec son père. Et du coup, il allait un week-end sur deux chez sa maman. Ce jour-là, il est minuit 30, la maman de Sacha dort dans sa chambre, lui, il est dans le salon devant la télé, et dans le salon, il y a deux fenêtres qui donnent sur la route qui se trouve à quelques mètres de la maison. Sacha, il est dans son meilleur pyjama, il est posé devant la télé, et du coin de l'œil, il voit qu'il y a un mouvement dans l'une des deux fenêtres. Il regarde alors à travers cette fenêtre, et ce qu'il voit, c'est tout simplement le visage d'un mec collé à la fenêtre qui le fixe avec un grand sourire. Sacha est paralysé de peur. Pendant 20 secondes, il ne bouge pas. Il se regarde dans les yeux avec ce mec qui est là, juste de l'autre côté de sa fenêtre du salon. Et d'un coup, il part en courant du canapé direction la chambre de sa mère pour l'avertir qu'il y a un homme de l'autre côté de la maison qui le regarde. Au moment où sa maman comprend ce que Sacha essaie de lui dire dans la panique, ils entendent tous les deux quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Tous deux restent alors immobiles, pétrifiés de peur, sous les bruits de cette porte que quelqu'un essaie désespérément d'ouvrir. Et après plusieurs secondes, ça s'arrête. Sacha et sa mère se regardent dans les yeux, et d'un coup sa mère comprend quelque chose, et elle dit à Sacha, la porte de derrière. La porte de derrière était tout le temps ouverte et du coup la maman de Sacha part en courant vers cette porte pour la fermer à double tour. Elle retourne ensuite dans sa chambre récupérer une batte de baseball qu'elle a mise sous son lit en cas de danger comme là. Puis elle rejoint Sacha, elle lui ordonne d'appeler immédiatement la police et elle se met face à la porte arrière, la batte de baseball en l'air. Sacha explique à la police au téléphone en chuchotant que quelqu'un essaie de rentrer chez lui. Il donne à la police son adresse et puis il rejoint sa maman face à la porte. Après quelques secondes, une ombre s'approche de la porte et quelqu'un essaie de l'ouvrir en appuyant frénétiquement sur la poignée. Cette personne va même donner des coups de pied dans la porte et hurler de rage. C'est à ce moment là que la mère de Sacha décide de lui mettre un coup de pression en lui expliquant qu'elle a une batte de baseball et que si ce gars ose rentrer chez elle, elle va le frapper à mort. Immédiatement, la personne de l'autre côté de la porte va arrêter de la ruer de coups. Il va ensuite se retourner et s'enfuir et Sacha et sa mère vont rester face à la porte pendant 20 bonnes minutes, toujours la batte de baseball en l'air, le temps que la police arrive. En arrivant sur les lieux, la police constate qu'effectivement les fleurs qui entourent la maison ont été piétinées. Ils vont demander à Sacha, qui est la seule personne à avoir vu le visage de l'homme, de le leur décrire pour qu'il puisse établir peut-être un portrait robot et entamer des recherches, mais malheureusement leurs recherches vont rien donner et Sacha